mensuel avec le mois de décembre 2025, un mois marqué par les derniers bilans, des enjeux sociaux importants et une transition vers la nouvelle année. Comme tout au long de l'année, les conseils municipaux ont continué à siéger en décembre, concluant plusieurs dossiers et amorçant la planification de la prochaine année. À la suite des élections municipales de novembre dernier, les municipalités se préparent également au dépôt des budgets qui auront lieu en janvier, tel que le prévoit la loi. Une étape importante qui donnera le ton aux priorités et aux projets de la nouvelle année. Décembre a été aussi l'occasion de faire un bilan humain et communautaire, notamment avec une rencontre avec Julie Tétrault, coordonnatrice du groupe d'entraide En toute amitié, le GETA. Cette entrevue a permis de revenir sur les actions menées en 2025, tout en mettant en lumière les défis persistants liés à la pauvreté dans la région et l'importance de maintenir un engagement collectif. Sur le plan culturel, le mois a été marqué par la nomination d'une nouvelle directrice générale au Festival de l'Anaudière, ouvrant un nouveau chapitre pour cet événement majeur du paysage culturel régional. Nous avons aussi proposé une rencontre avec Geneviève et Raphaël qui proviennent de la SAAQ autour du thème particulièrement pertinent en cette période de l'année, la sécurité routière. Ensemble, ils ont abordé les moyens de prévenir l'alcool au volant, notamment par la mise de l'avant d'alternatives comme les mocktails, une tendance de plus en plus populaire qui permet de célébrer les fêtes de façon responsable. Enfin, décembre est aussi le moyen de vous dire merci. Nous tenons à remercier sincèrement nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité tout au long de l'année 2025. Nous serons de retour dès janvier avec nos bulletins de nouvelles du lundi au vendredi à 18h, ainsi qu'à notre revue hebdomadaire cette semaine dans Dautré. Plusieurs enjeux referont surface en début d'année et nous serons au rendez-vous pour continuer à vous informer et à vous accompagner. À travers cette rétrospective, nous clôturons une année niche en actualité, en engagement et en rencontres et nous regardons déjà vers 2026 avec enthousiasme. Enfin, décembre est aussi le moment de vous dire merci. Nous tenons à vous remercier sincèrement, vous les auditeurs et auditrices, pour votre fidélité tout au long de l'année 2025. Nous serons de retour dès janvier avec nos bulletins du lundi au vendredi, ainsi que notre revue hebdomadaire, donc cette semaine dans Dautré. Plusieurs enjeux referont surface au début de l'année et nous serons au rendez-vous pour continuer à vous informer et à vous accompagner. À travers cette dernière rétrospective, nous clôturons une année riche en actualité, engagement et en rencontres et nous regardons déjà vers 2026 avec enthousiasme. 4.5 calendrier des séances ordinaires 2025. Quand considérant l'article 148 du Code municipal, on doit établir en début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Ces assemblées-là vont toujours débuter à 19h30 ici même au 113 rue de l'Église et les dates suivantes sont retenues. Le mardi 13 janvier 2026, le mardi 10 février, le mardi 10 mars, le mardi 14 avril, le mardi 12 mai, le mardi 9 juin, le mardi 14 juillet, le mardi 11 août, le mardi 8 septembre, le mardi 13 octobre, le mardi 10 novembre, le mardi 8 décembre, on a une autre année de fou. Fait que c'est les dates à laquelle les séances vont se dérouler ici même. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Brainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fermeture du bureau municipal le temps des fêtes. Considérant que le bureau municipal serait fermé durant la période des fêtes et qu'il y a lieu d'informer les citoyens, il est proposé par appuyé par que le bureau municipal soit fermé à partir du 18 décembre, 16h30, jusqu'au 4 janvier 2026 inclusivement. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Maryse Cochin propose. M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Chorale de l'île du Pas, demande de soutien financier, messe de minuit.
Attendu que la chorale de l'Édupas chante à l'église de l'Édupas pour la traditionnelle messe de minuit à l'occasion de Noël, attendu que la chorale de l'Édupas servira du café, des chocolats chauds et des collations après la messe afin de fraterniser et de poursuivre une réjouissance du temps des fêtes avec les citoyens présents à la messe de minuit, attendu qu'il importe que la municipalité contribuera au succès de cet événement, les proposés par, appuyés par est résolu d'accorder un soutien financier jusqu'à un montant maximal de 150$ à la chorale de l'Édupas afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de cet événement. Qui a fait la proposition? M. François Drainville propose. Qui l'appuie? Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bien, c'est une résolution à propos de Nordico. Fait que comme j'ai un potentiel conflit d'intérêts, je vais me retirer et je vais laisser la parole à M. François Drainville pour la prochaine résolution. Avec plaisir, M. le maire, Eugène Jumier, environnement 8.1, Nordico offre des services professionnels, bilan de la qualité de l'eau potable 2025. Attendu que la municipalité doit avoir recours aux services professionnels de Nordico relativement au bilan 2025, exigé en vertu de l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu l'expertise professionnelle de l'entreprise Nordico dans ce domaine, attendu que l'offre de service numéro OPT 25-1051 d'un montant forfaitaire de 470$ plus les taxes applicables pour la prise en charge du bilan 2025 de la qualité de l'eau potable comprend les éléments suivants. Prendre connaissance des analyses effectuées en 2025, rédiger le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2025 selon le RQEP. Il est proposé par et appuyé par que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels de Nordico pour réaliser la rédaction du bilan sur la qualité de l'eau potable 2025 pour un montant forfaitaire de 470$ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de service dont j'ai énuméré le numéro tantôt. Bon, alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Mme Jeannette Drainville propose. M. Martial Bellé, seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.7, séance extraordinaire du budget 2026 et du programme triennal d'immobilisation. Il est proposé par, appuyé par, que la séance extraordinaire du budget 2025 ait lieu... du budget 2026 ait lieu le 17 décembre 2025 à 19h30. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Personne, il n'y en a pas de séance. C'est fini. Qui fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Vous voulez m'en sortir, M. On va réparer. 10, loisirs et culture. 10.1, demande de soutien financier, École Pierre de Lestage, Gala 2026. C'est une demande qui vient de l'École polyvalente Pierre de Lestage pour une demande d'appui financier pour la préparation de son Gala 2026. C'est un événement annuel qui célèbre la persévérance, les efforts et la réussite des élèves du secondaire 1 à 4 ainsi que ceux du secteur de l'adaptation scolaire. C'est pour un appui financier de 100$. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Qui pourrait la proposer? Mme Maryse Cochin propose. Qui veut seconder? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Demande de soutien financier, toujours en provenance de l'École polyvalente Pierre de Lestage, pour l'événementiel de fin de secondaire. C'est un appui financier pour l'événementiel de fin de secondaire de l'École Pierre de Lestage. Et qui voudrait en faire pour 100$ encore? Qui va en faire la proposition? M. Martial Bellé propose. Qui veut seconder? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3. Demande de soutien financier, toujours en provenance de l'École secondaire Pierre de Lestage, mais celui-là, c'est pour l'album des finissants 2025-2026. C'est pour autoriser un appui financier de 100$ dans le cadre de la réalisation de l'album des finissants 2025-2026 de l'École secondaire Pierre de Lestage. Qui a fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. Qui veut seconder? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.5, CFNJ. Renouvellement de l'adhésion annuelle 2026. Considérant que l'adhésion annuelle de CFNJ est arrivée à échéance, il est proposé par, appuyé par et résolu
de procéder au renouvellement de l'adhésion annuelle pour l'année 2026 auprès de CFLJ pour une somme de 50 $. Qui en fait la proposition? M. François Drainville propose. Qui l'appuie? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6.2, groupe de travail. Proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil soient nommés pour se joindre au groupe de travail politico-administratif suivant. Communication et mesures d'urgence, M. Marco Boudreau. Environnement, Mme Céline Robillard. Événements, loisirs et culture, Mme Lucie Ouellette. Ressources humaines et relations de travail, M. Marco Boudreau et Mme Lynne Clermont. Taxation et finances, Mme Lynne Clermont. Transport et sécurité routière, M. François Boisjoli et Mme Lynne Clermont. Urbanisme et mise en valeur du territoire, Mme Marie-Ève Mondard. Comité de jumelage Lanoret-Montagrier, M. François Boisjoli. Et dans tous les cas, je suis nommé sur chacun des comités. Je vais juste le préciser. Je sais qu'on m'a dit d'écourter peut-être mes réponses, mais j'aime bien donner le détail. On est régi par la loi sur les municipalités. Et c'est des groupes de travail, c'est pas des comités. La loi sur les cités et villes, c'est des comités. Et quand c'est la loi sur les cités et villes qui s'applique, c'est des comités, puis le maire est d'office sur chacun des comités. Dans ce cas-ci, si on ne me nomme pas, je ne suis pas d'office automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on me nomme, mais les collègues, c'est pas parce que je veux chapeauter quoi que ce soit, mais ça permet aussi, lorsqu'un est absent, de pouvoir donner un coup de main pour remplacer, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. 6.10, réaménagement du mobilier à la réception de l'Hôtel de Ville. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 3 500 $ pour le réaménagement de la réception de l'Hôtel de Ville, lequel montant sera pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.2, les journées de la persévérance scolaire 2026. Proposé, appuyé et résolu de reconduire notre inscription aux journées de la persévérance scolaire 2026 et de nommer la directrice du service vie citoyenne comme représentante de la municipalité. Alors, les journées de la persévérance scolaire, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel et à chaque année, on y participe et cette année, on va encore y participer, bien sûr, et c'est pour encourager nos jeunes, justement, à continuer leurs études, notamment à l'école primaire ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Céline Robillard. À ma droite, ceux qui sont en accord. À ma gauche, c'est unanime. 10.3, spectacle de Noël, budget complémentaire. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser un budget supplémentaire de 3 300 $ pour la location de toilettes extérieures lors du spectacle de Noël à l'Église. Alors, que se passe-t-il? Les toilettes à l'Église ne fonctionnent pas. Et on tient, le conseil y tient beaucoup, puis moi aussi, tout le monde y tient beaucoup, je pense, puis même les gens aussi. Et cette année, on a déjà annoncé c'est qui. Alors, au spectacle de Noël, ce sera ni plus ni moins que Mme Jo Beaucamp. Alors, ça promet. Et bon, il y a un problème de toilettes, on va le régler, puis on va même laisser les toilettes là pendant un certain temps pour que les gens puissent continuer à utiliser l'Église à d'autres fins. Maintenant, comme on n'a pas d'autres salles non plus ici à Lanoret, alors c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir utiliser la salle qui est l'Église pour ce genre de spectacle-là, qui, sans être à grand déploiement, qui demande quand même beaucoup d'espace. Alors, je vous invite à y être. Ça risque d'être vraiment très bon. Enfin, je ne sais pas si on va faire une annonce régionale, mais perdez pas de temps, arrivez pas trop tard. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. On se le souhaite. En tout cas, à chaque année, ce spectacle-là a lieu. On change d'artiste d'une année à l'autre. Alors, voilà, le message est passé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. 8.2. Déplacement d'un réseau aérien. Hydro-Québec est belle. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le consentement de travaux pour le déplacement de la ligne électrique par Bell et Hydro-Québec selon les modalités prévues à l'entente DCL-2342-53-71 et qu'un dépôt estimé à 47 269,32 taxes en sus soit versé à cette fin pour les travaux à réaliser par Bell et un montant de 44 665,80 taxes en sus pour les travaux à réaliser par Hydro-Québec, que ces montants soient pris à même le fonds général.
De plus, considérant que les montants déposés sont estimés, les montants finaux peuvent varier une fois les travaux réalisés. Alors, de quoi parle-t-on? La municipalité a fait l'acquisition d'un terrain au coin de la rue Notre-Dame et des Étangs. Donc, vraiment au coin de Notre-Dame et des Étangs. C'est un terrain qui est rectangulaire. Et il va jusqu'à la maison, la première maison de la rue des Étangs à droite, il va jusque-là. Et la ligne électrique n'est pas bien située. Donc, si jamais la municipalité voulait faire des travaux un jour, comme construire un nouveau garage municipal, la ligne électrique serait serait vraiment pas au bon endroit. Donc, il faut la tasser. Ça entraîne des coûts qu'on doit assumer, effectivement. Et comme des fois, ça peut prendre un certain temps avant que ce soit réalisé, les travaux, il faut débuter maintenant. Donc, on donnerait le OK pour pouvoir aviser Bell et Hydro que les travaux puissent débuter le plus... Il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais quand même, on s'y prend tôt et c'est préférable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1. Contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable. Prolongation du contrat. Considérant la résolution 2022-10-361, octroi du contrat d'opération et d'entretien à la firme Nordico pour l'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, considérant que la municipalité s'est réservé le droit de prolonger le présent contrat pour 2 années additionnelles, soit une année à la fois. En conséquence, proposé à pied résolu de prolonger le contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable avec la firme Nordico pour l'année 2026, et ce, tel que prévu au devis. De plus, les montants prévus au contrat initial seront ajustés en fonction de l'IPC 2025. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Camon, appuyé par M. Marco Boudreau. On voit l'enthousiasme ici. Là. À ma droite, c'est sur la faveur. À ma gauche, c'est unanime. Ça nous amène au point 6.1, calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé à pied résolu que les séances débuteront à 19h30, de ce côté-là, pas de changement, à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil, située au 57 rue Laroche-Lanoret, là non plus pas de changement, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Donc, les dates sont les suivantes. D'ailleurs, on les publicisera là, par l'entremise de l'Avenir ou tout autre moyen là, pour que les gens le sachent. Là. Donc, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre. Alors, pour ceux qui sont perspicaces, vous avez sûrement remarqué qu'on décale finalement la séance du Conseil du premier mardi du mois au deuxième mardi du mois. C'est tout simplement une technicalité qui va permettre au département des finances, finalement, lorsqu'on reçoit les comptes à payer, de pouvoir faire le travail juste une fois. Là, vu que c'est en début de mois, ils se retrouvaient à refaire le travail 2 fois parce qu'ils recevaient des comptes à payer dans le même mois. Alors, ça dédoublait leur travail et là, ça va permettre de faciliter leur travail à eux. Puis, ça commence bien l'année parce que de toute façon, mardi, c'est le deuxième mardi en janvier. De toute façon, qu'aurait eu lieu la séance. Fait que là, on va prendre l'habitude pour le reste de l'année que ce soit le deuxième mardi du mois. Mais on va le publiciser là, pour pas que les gens... Parce que, bref, si les gens se branchent le premier mardi, bien, ils sauront que c'est le deuxième. Au moins, c'est pas, on la devance pas, on la retarde un peu. Donc, un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général des greffiers trésoriers, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Centre sportif budget. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 24 000 $ pour retenir les services d'agents de sécurité au centre sportif pour un maximum de 15 semaines pour la période hivernale 2025-2026. Bon, on va essayer d'être court et concis. On va avec cette option-là, si je peux le dire comme ça. On a regardé d'autres options présentement, mais malheureusement, on ne réussit pas à avoir le profil qu'on voudrait avoir. Quand on parle d'agent de sécurité, on s'entend, là, c'est pas un militaire, là, c'est pas un policier, là. C'est quelqu'un qui sera en civil, mais qui verra la surveillance du centre sportif pour les 15 semaines prévues à cette résolution-là.
Et pendant ce temps-là, on va continuer à, nous, de notre côté, à essayer de trouver un profil d'une personne qui pourrait occuper l'emploi. C'est pas juste le profil, il faut aussi que cette personne-là veuille le faire et qu'elle soit disponible pour le faire. Alors, pour le moment, on va procéder de cette façon-là, le temps de trouver une solution qui va être plus permanente pour le futur. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. 8.3 maintenant, l'ARENA. Donc, c'est l'autorisation d'un processus d'appel d'intérêt pour la vente de l'immeuble. En réalité, on a eu des discussions. On avait regardé, le conseil on a regardé 2 options. L'option 1 qui était la poursuite des démarches avec le ministère des Affaires municipales et d'habitation pour une reconnaissance de l'ARENA comme une infrastructure supralocale. Donc, c'est un décret normalement qui est fait par le ministre à ce moment-là. Et l'option 2 qui était la démarche de vente de l'ARENA. Donc, le conseil a décidé d'opter pour l'option 2 qui est la démarche pour la vente de l'ARENA. Donc, M. Frenière. Considérant les démarches effectuées auprès des municipalités desservies par l'ARENA de Berthierville, afin d'envisager un partenariat équitable visant à offrir une infrastructure de loisirs adéquate à l'ensemble de la population, considérant que lesdites démarches n'ont pas été concluantes, considérant que la Ville de Berthierville ne peut assumer à elle seule les coûts importants liés à l'exploitation et à l'entretien de cette infrastructure, alors que seulement 17% des usagers sont des résidents de Berthierville, considérant qu'un appel d'intérêt constitue une démarche appropriée pour sonder le marché, identifier les organisations intéressées et recueillir des propositions permettant d'évaluer l'option de vente de l'ARENA, considérant que la préparation d'un tel appel d'intérêt nécessite la rédaction de documents détaillés présentant notamment les objectifs municipaux, les paramètres de disposition, les critères de recevabilité et d'évaluation, ainsi que les obligations administratives afférentes au processus, considérant qu'il est nécessaire d'autoriser officiellement la mise en œuvre de ce processus afin d'assurer l'avancement du dossier et la production de documents conformes aux exigences légales et opérationnelles. En conséquence, je propose d'autoriser la préparation et la rédaction d'un appel d'intérêt visant la disposition éventuelle de l'ARENA de Berthierville, incluant la définition des paramètres municipaux, l'élaboration des critères administratifs requis et toute autre information nécessaire à la tenue du processus. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Dons et commandites. Donc, dans les dons et commandites, nous avions la Société récréo-touristique Paul Berthier, 2 000 $. Une demande de commandite pour les produits d'hygiène féminin demandée par Anna-Ève Bonin, 250 $. Et les dons pour les vœux de Noël et la contribution CTRB-TV pour 500 $. Est-ce que j'ai des questions sur les dons et commandites? Non? Juste pour dire, Anaïs Bonnet, c'est pour l'école secondaire. Oui, exactement. Est-ce que tu veux l'expliquer? Oui. C'est qu'il y a eu une demande. Bon, je suis sur le conseil d'établissement aussi de PDN avec Mme la mairesse. Et puis, on a eu une demande sur le conseil d'établissement. Il y a des étudiants qui sont élus pour représenter les étudiants. Et puis, on a eu une demande des étudiants pour payer Les produits Les produits sanitaires. féminins. Et puis, je pense que c'est une chose que dans la société, on est rendu là. Pour, moi, je vois ça comme une égalité des chances avec les hommes, parce que nous autres, les hommes, on n'a pas ce problème-là. Et puis, ça permet aussi, des fois, il y a des familles pauvres qui n'ont peut-être pas les moyens aussi d'acheter ces produits-là pour leurs enfants. Puis il y a une question aussi peut-être de gêne, quand les jeunes filles ont leur première menstruation. Alors, il y a une demande en ce sens dans toutes les municipalités que dessert PDL. Le chef de Berthierville ont financé, ont donné une subvention. Puis nous, à Saint-Ignace, on a décidé aussi d'y aller de l'avant pour
aider des jeunes femmes, puis peut-être changer le paradigme dans notre société. Mais pourquoi tu demandes de ne pas être faite à la commission scolaire? À la place, parce qu'on est une municipalité, on n'est pas dans une commission scolaire. Mais c'est une très bonne question. Là, dans le fond, c'est un projet élève qui est venu aux oreilles du conseil par une lettre de demande officielle. Le centre de service, assurément qu'il y a des sommes qui sont rattachées, mais dans plusieurs comités verts, eux font partie d'un comité vert où est-ce qu'ils veulent avoir des protèges-dessous puis des serviettes sanitaires, où est-ce que c'est plus écologique. Puis il y avait aussi un enjeu, là, comme M. Barthes vient d'expliquer, où est-ce que les jeunes, parfois, lorsqu'ils ont leurs règles, ne viennent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Fait qu'à travers leurs demandes, ils ont passé par les municipalités, puis le conseil a cru bon voter en faveur d'un don. Le centre de service scolaire, quand même, il y a des montants sûrement associés à ça. Bien, c'est sûr que comme dans tout, il y a des achats qui sont faits là, pour soutenir. Là, la demande est vraiment faite ici dans le cadre d'une demande de don de la municipalité. Là. Donc, par rapport aux contributions, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Louis-Vincent Barthes. Un appuyeur, Monsieur Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Résolution adoptée à l'unanimité. Nomination de la Société récréo-touristique Paul Berthier. Donc, 3 représentants, M. Christian Valois, M. Louis-Vincent Barthes et moi, Mme Évelyne Latour, sommes les représentants pour la Société récréo-touristique du Paul Berthier. Avons-nous un proposeur? M. Jean Latour, un secondaire. M. Louis-Charles Guertin, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Parfait, c'est adopté à l'unanimité. Travaux publics en environnement, donc offre de services Nordico 2026. Le contrat inclut les visites hebdomadaires, le rapport SOMO et Roméo, échantillonnage d'affluents, effluents, entretien et soufflage des appareils, matériel d'espace d'entretien clos et support lors d'inspections ministérielles pour un montant de 5 170, taxes incluses du 1er janvier au 31 décembre 2026. C'est un montant par mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Chloé, Mme Chloé Laforêt, est-ce que j'ai un secondaire? Louis-Vincent Barthes, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vie municipale, donc l'adoption du calendrier des séances 2026. Précision, toutes les séances auront lieu le 1er mardi du mois, sauf les séances du 13 janvier, 10 mars, 11 août et 8 septembre. Là, le tout pourra se retrouver sur le site de la municipalité. C'est en raison des congés fériés, de la semaine de relâche et des vacances de la construction des employés municipaux. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Jean Latour, un secondaire. Monsieur Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il serait bon, parce que c'est pas tout le monde qui a eu, le programme de chaque district, OK? Alors, ça serait bon, probablement, de le présenter. Nous, on n'a même pas eu le programme de notre... j'ai même pas eu le programme de, nos représentants de mon district. Fait que ça serait bon, qu'on sache. Comme j'avais répondu à M. Lapré la dernière fois, tout le monde peut présenter son programme. Oui. Mais est-ce que le programme présenté qu'ils vont dire aujourd'hui, puis pour l'ensemble des citoyens qui sont à l'écoute, ça va refléter ce qui va arriver dans les prochaines années? Peut-être non, pas, parce que c'est une décision du conseil. Je veux dire, dans l'idée, quand ils sont présentés, ça serait bon de le savoir. On peut y aller avec une majeure, tout le monde. Êtes-vous d'accord? Oh, oui. Comment ça avec... Moi, ici, dans la rue Evremont, dans la rue de l'école, ma priorité pour les enfants et pour la vitesse, c'est de mettre un odonte permanent et non qu'on est capable d'enlever. J'avais la lumière de la rue d'église, un là. Fait que ça, c'est à faire jusqu'à date. C'est ce que j'avais parlé. Puis, le fameux chandelier loisir. Que, vous savez, on s'en est parlé à l'épicerie aujourd'hui. Oui, Bien, on s'en est pas parlé. Vous m'en avez parlé. Vous n'avez pas payé pour l'épicerie, j'espère. Non. Vous n'avez pas le droit. Pas cause, je l'ai pas payé moi. Il est pas fort. Non, il y avait chandelier loisir, puis ça donne que l'église est la moitié. J'en ai gros. Bonjour, Chloé Laforêt dans le district 4 qui représente une partie du rang Saint-Michel, le début, le chemin de traverse ainsi que le chemin Saint-Laurent et le rang Saint-Laurent. En fait, ce que j'ai présenté, c'est sûr que dans mon district, il y a le traversier actuellement que les citoyens sont très préoccupés par la gestion du trafic sur le chemin de la traverse parce que c'est sûr que dans les pourparlers, je veux m'impliquer dans les pourparlers avec la Société des traversiers du Québec ainsi que le ministère des Transports parce qu'on se rappelle que le chemin ici ne nous appartient pas. Donc, on veut essayer de voir c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place. Aussi, dans le rang Saint-Michel, la vitesse, c'est encore quelque chose qui a été beaucoup nommé puis qu'on voit
et puis que la piste cyclable n'est pas très large, donc je pense que ce serait important là, tout comme mon collègue dit, là, les stops surélevés, là, par exemple à la rue Casobon, c'est quelque chose que vraiment je veux m'engager. Donc, c'est les principaux, là, il y en a d'autres, là, mais on va y aller par les principaux. J'ai aussi dit que je voulais m'impliquer dans l'environnement, en lien avec les travaux du traversier aussi. Donc, je pense qu'il va falloir être à l'affût de ce qui va se passer. Ben, Bouchard Gapin, district numéro 6. Pour mon district, les grandes lignes, c'est que les Bonnefontaines arrêtent au rang Saint-Luc. Présentement, on regarde, je pense qu'il y a encore une subvention disponible à partir du rang Saint-Luc à aller jusqu'au rang Saint-Pierre pour refaire les infrastructures de la rue. On a dit qu'avec la mairesse, quand on va ouvrir prochainement les infrastructures où il n'y a pas le 6 pouces pour être capable d'accommoder les Bonnefontaines, on va changer les infrastructures pour être capable de mettre des Bonnefontaines. C'est d'apporter les Bonnefontaines le plus loin possible dans le rang Saint-Michel, pour ce qui est de ce parti-là. Puis, deuxièmement, l'autre gros point majeur, c'est de m'assurer que tout le monde est conforme avec le fosse septique. C'est un dossier qui traîne depuis 2017. Le gouvernement nous talonne avec ça. Il y a des fosses septiques qui ne sont pas encore conformes. Il y avait un règlement d'emprunt à la municipalité pour aider les gens qui étaient fermés par la suite parce que ça traînait trop. Avec le son, on va s'attaquer à ça pour être sûr que tout le monde est conforme avec les fosses septiques. S'assurer que tout est parfait dans l'as. C'est mon côté environnemental un petit peu. OK, on va continuer. Christian Michaud, district numéro 1. Donc, ça, c'est le district ce qui est Rive-Boisée, rue du B. Il y a une partie du rang Saint-Joseph aussi. C'est sur le secteur de la Rive-Boisée avec les rues limitrophes. C'est sûr, il y a des points qui ont déjà été nommés par d'autres conseillers, des dos d'âne permanents, ça, parce qu'il y a des places. Les dos d'âne qui étaient installés étaient assez rough, là, si on peut dire. Donc, avoir des dos d'âne permanents, mais aussi, on s'entend que dans notre coin aussi, il y a toute la protection des berges qui est importante, mais ça va être un projet global avec la municipalité, mais c'est pas m'engager de dire combien qu'on va réparer tout ça. Mais un point intéressant, c'était, vu qu'il y a beaucoup un nouveau développement, puis c'est comme, on va dire, déboiser, une proposition que je voudrais amener, ce serait de donner, mettons, un arbre à chaque nouveau résident. Mettons, donc, on ne parle pas des petits arbres, on donne au mois de mai, mettons, un arbre mature, comme de quoi pour garder le caractère de la rive boisée. C'est beaucoup ça qui revenait dans mon coin, c'était parce que c'est un coin très boisé, si on peut dire, très beau, le monde aime ça, donc il faut essayer de le conserver. Puis aussi les Bonnefontaines, ça c'est un autre point aussi que ça a emmené. C'est sûr qu'il y en a des plus proches avec le développement de la rue de l'Église, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en emmener d'autres, peut-être dans la rue boisée pour réduire les coûts d'assurance des résidents. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de points qu'on va avoir discuté ensemble au budget, donc on va savoir lesquels qu'on va prioriser. Merci. Louis-Vincent Patte, district numéro 5. Moi, pendant ma campagne, mes collègues m'ont parlé, qu'est-ce qui était à la mode, c'était la vitesse. Que ce soit dans les rangs Saint-Isidore ou dans les rangs Saint-Michel. Le district 5, dans le fond, c'est une partie du rang Saint-Michel jusqu'à un petit peu dépasser le rang Saint-Luc. Puis j'ai tout le rang Saint-Luc. Puis dans les rangs Saint-Isidore, c'est 5-6 maisons après le rang Saint-Isidore jusqu'à un petit peu avant le chemin de la traverse. Fait que la vitesse, c'est un point marquant. Fait que c'est sûr que les dos d'âne, je pense que ça va venir inévitable un peu partout dans l'île. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais la sécurité prévaut. Puis je me promène un peu partout au Québec, puis je vois des dos d'âne partout, puis je vois pas personne avec des fusils. Fait que je me dis que ça doit être... c'est soit que c'est eux autres qui ont la bonne solution, je crois. Ensuite de ça, la protection des berges, c'est devenu souvent, surtout dans les rangs Saint-Isidore. Ensuite, dans les rangs Saint-Michel, il y a quelques places, là, justement proche du rang Saint-Luc. Il va falloir s'attaquer à ça parce que c'est nos infrastructures et la route qui va s'en aller. Ensuite de ça, ben, l'urbanisme, moi, ça me tient à cœur. On parle de protection des berges. Quand on fait du développement, ben, c'est la terre qu'on enlève pour que l'eau soit emmagasinée. Et puis, ben, cette eau-là, il faut qu'elle aille à quelque part. Fait que souvent, ben, elle est concentrée dans quelques fossés. Puis, je suis allé dans une formation, justement, milieu novembre, et sur l'entretien des chemins et fossés. Puis, ça a un impact sur, justement, la protection des berges et
sur la qualité de l'eau. Et ultimement, ben, s'il y a plus de sédiments dans l'eau, ben, ça nous coûte plus cher à filtrer. Puis ultimement, ben, c'est nous autres qui payent l'eau. Alors, je trouve que ça, c'est un point important. Et bien entendu, ben, les loisirs, je pense que vous savez que les loisirs me tiennent à cœur. Alors, ça fait partie de mon engagement. Donc, moi, pour terminer, pour ma part, là, mon plus gros mandat dans ma campagne, c'était vraiment la transparence des finances, la transparence dans les prises de décision du conseil. Dans tout ce que mes collègues ont reflété, c'est des enjeux sur lesquels on veut tous travailler, tout le monde ensemble. C'est sûr qu'au budget, vous comprendrez qu'on va travailler sur nos priorités. On n'est pas le Père Noël, puis vous n'êtes pas non plus le Père Noël, donc on ne pourra pas mettre tout en place, qu'est-ce qu'on souhaite, mais on va s'efforcer de s'assurer de dresser un budget qui va refléter ce qu'on souhaite comme municipalité en faisant attention à la poche du citoyen. Monsieur le maire, membre du conseil, citoyen, si je prends la parole ce soir, c'est avec beaucoup d'humilité et avec un profond respect pour chacune des personnes qui sont assises autour de cette table. Je reconnais les responsabilités que vous portez, la pression qui vient avec vos fonctions, puis l'intention sincère qui guide vos décisions. Mon intervention se veut rassembleuse, constructive et entièrement tournée vers le bien commun. Le projet de modification du règlement de zonage dans la zone R5 suscite beaucoup de réactions dans la population. Ce n'est pas un projet banal ni sans impact pour plusieurs citoyens. En fait, pour plusieurs citoyens, il amène des préoccupations importantes quant à l'équilibre du cœur du village, l'environnement et à la cohérence du développement. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement que les résidents perçoivent et expriment, et cette perception mérite d'être entendue attentivement. Au fil des dernières semaines, j'ai échangé avec un grand nombre de résidents. Ce que j'ai entendu, ce n'est pas de la confrontation, c'est de l'inquiétude, c'est du questionnement. C'est le désir d'être partie prenante du processus. Une très large majorité des citoyens que j'ai rencontrés se disent préoccupés et opposés au projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose d'humain que je veux vous partager. Ça m'a été partagé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont confié qu'ils n'osaient pas prendre la parole publiquement. Elles ont peur que leur prise de position puisse avoir des conséquences dans leur quotidien. Ce n'est pas un reproche envers qui que ce soit, c'est simplement la réalité émotionnelle de certains membres de notre communauté. Et cette réalité-là mérite qu'on lui accorde toute notre attention. Parce que nous avons tous à cœur une municipalité où les gens se sentent libres d'exprimer leurs opinions sans crainte. Je veux également aborder de manière transparente la démarche référendaire. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie des ondes qui pouvaient signer une demande. Je n'avais donc pas le droit de voter ou de déposer une signature dans le processus. Mon rôle a simplement été d'aider et de soutenir des citoyens qui étaient dans les zones contiguës, qui désiraient s'exprimer et qui souhaitaient déclencher un processus référendaire. Ces citoyens ont agi de bonne foi et selon les informations qu'ils avaient reçues au départ, informations qui laissent entendre que les zones contiguës pouvaient participer. Ils se sont mobilisés et ont recueilli des signatures. Puis, après coup, on leur a appris que l'information n'était pas exacte, que seules les personnes de la zone R5 pouvaient signer et que malheureusement, le délai pour recommencer était dépassé. Pour eux et pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ce revirement a été extrêmement décourageant. C'est un autre point fondamental qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux. Même si le processus, il y a un autre point en fait que je veux apporter. Même si le processus référendaire avait été accepté tel quel, une bonne partie de la population du noyau villageois, pourtant directement impactée par ce projet, n'aurait jamais eu le droit de s'exprimer parce qu'il n'était pas situé dans une zone contiguë reconnue. Toute la portion ici en arrière ne pouvait pas voter à cause que la municipalité puis l'Église viennent se toucher. Fait que ces citoyens-là n'ont pas le droit de s'exprimer. Fait qu'il y a des citoyens qui vivent à 2 pas du secteur concerné, qui vont être affectés au quotidien par le projet, qui sont au cœur du village, qui auraient été exclus du processus démocratique qui n'aura pas lieu de toute façon. Ça crée une brèche importante dans la représentation citoyenne. Ça donne l'impression que la structure des zones telle que définie ne permet pas une expression juste et complète de la population réellement concernée. Et ça, ce n'est pas de la faute de personne ici. Mais c'est une réalité qui doit être reconnue.
parce qu'elle a des conséquences concrètes sur la confiance des citoyens envers la démocratie. Pour toutes ces raisons, et dans le plus grand respect, c'est pour toutes ces raisons et dans le plus grand respect que je vous demande ce soir de redonner de l'espace à la population, de permettre un référendum où chaque voix pourra se faire entendre, pas pour ralentir les choses, pas pour créer de la discorde, mais pour s'assurer que la décision finale soit prise sur une base solide, rassembleuse et portée par un véritable consensus. Je sais que le Conseil a à cœur le mieux-être de la communauté. Je sais aussi que parfois, même si ce n'était pas l'accent souhaité ou la trajectoire initiale, la réalité du terrain nous appelle à réévaluer calmement la suite. C'est simplement le signe d'une gouvernance mature et sensible à sa population. Ce soir, je vous tends la main. Je vous demande que nous donnions à nos citoyens une vraie occasion de s'exprimer avec respect, transparence et sérénité, afin que la décision que vous prendrez soit alignée non seulement avec les règlements, mais aussi avec l'accord de la communauté. Merci. Il n'y a plus d'autres choses? Non, il y a des choses. Merci. Disons que ce processus-là, on va en parler tantôt quand on va arriver à ce point-là. Pour ce qui est des personnes d'oser parler, tout le monde peut parler. Puis personne, qui que ce soit, on va rebuter, regarder des personnes de travers pour leur opinion ou leur pensée ou autre. Là. On veut entendre tout le monde, justement, quel que soit le sujet à Saint-Cuthbert. Pour ce qui est de l'information que vous avez reçue à l'époque la même information que nous autres, sauf que nous autres, on a poussé plus loin tout le processus au complet, puis on a découvert des choses entre-temps. Puis après ça, pour ce qui est de recommencer, ben on ne recommencera pas le processus. Le processus, il est connu, reconnu, puis c'est une façon de faire partout à travers le Québec. Ce processus-là, pour le PPCMOA, c'est la première fois que Saint-Cuthbert en fait l'essai. Disons que tout le monde a appris, autant des deux côtés, j'imagine. On a appris sur le processus, mais on a tout fait ça en toute transparence. Notre DG a transmis toutes les informations que l'on connaissait à l'époque. On a appris des choses en cours de route, mais on est... comment je dirais bien ça? J'essaie de choisir les mots. On est serein là-dedans. On trouve ça plate pour certains, la manière que ça leur virait de sens, mais on se doit de garder notre façon de faire parce que le processus est tel quel. C'est sûr que le processus, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de référendum, mais pour ce qui est des personnes de la zone concernée, c'est là-dessus qu'on s'est basé aussi. Ben moi, je suis allé voir des personnes de cette zone-là, puis eux autres étaient en accord avec le processus en partant. Si, en partant, on avait dit que c'était 12 personnes et plus, mais ou une majorité de personnes du secteur. Dans ce secteur-là, il y a une majorité de personnes qui étaient en faveur du projet. Donc, on continue le projet. Puis, pour ce qui est des différentes zones... oui, on peut dire que peut-être qu'il y a du monde dans le village qui sont à côté qui n'en auraient pas voulu, mais à un moment donné, il faut mettre une ligne à quelque part parce qu'il y a plein de monde en dehors du village qui ne comprennent pas qu'il y avait un référendum, une demande de référendum pour aller là-dessus aussi. Fait que quand on dit qu'on est sensible à la population, vous l'avez dit tantôt, on est là pour tout le monde, mais on a les deux côtés, il faut qu'on tienne compte aussi. Il y en a que c'était carrément « mais pourquoi ?» Puis d'autres « mais pourquoi il y a un référendum ?» Mais d'autres, c'est « mais pourquoi il n'y a pas de référendum ?» Fait que nous autres, on suit la ligne pour ce qui est des procédures, puis c'est là-dessus qu'on va se baser pour le processus. Désolé. Point 18, demande de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOA, adoption finale. Je vais quand même lire les 6 points majeurs pour ce règlement-là. C'est permettre, règlement de zonage 352, concernant l'usage multifamilial isolé, alors que la zone R5 dans laquelle se localise le projet limite l'usage à une unifamiliale isolée H1.
Point 2, la marge avant des 4 bâtiments principaux situés le long de la rue principale, dont le plus rapproché est à 7,80 mètres de la ligne avant, alors que la marge avant minimale est fixée à 9 mètres dans la zone R5. Point 3, la hauteur des 4 bâtiments les plus éloignés de la rue principale peut excéder 11 mètres pour tenir compte de la topographie en intégrant des raies de jardin tels que prescrits dans la zone R5. Point 4, la présence de 8 bâtiments principaux sur un même terrain alors qu'un maximum de 1 bâtiment résidentiel est autorisé dans la zone R5. Point 5, la présence de 4 bâtiments accessoires résidentiels d'une superficie maximale de 35 mètres carrés sur un même terrain alors que le maximum est fixé à 3 et la superficie individuelle à 31 mètres carrés. Point 6, l'absence d'agrément pour le multilogement. Donc, c'est nous qu'on propose. Ah oui, en conséquence, il est proposé par Richard Dion et puis par Sylvain Toupin. Oui. Fait que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11, règlement numéro 368, modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la séance du 14 juillet, on avait eu une demande, puis à cette époque-là, il y avait des travaux sur l'autoroute, le viaduc au-dessus de l'autoroute, puis on avait une demande de diminuer la vitesse. Et puis, on avait demandé au MTQ de procéder avec des pancartes oranges pour baisser la vitesse, pour que ce soit reconnu autant par les policiers puis les assurances et tout. Mais ça tardait. Puis nous autres, on a fait quand même l'avis de motion le 14 juillet dernier. Donc, on a une étape de fait. Puis à la demande des citoyens, tout le monde, la rue Sainte-Thérèse a signé. Ils nous ont demandé de réduire la vitesse à 60 km/h. Donc, on est à la deuxième au projet de règlement. C'est ça? Oui. Vous étiez entendu... Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, c'est l'adoption finale. Oui. Vous étiez entendu à partir des premières maisons, aller jusqu'à la limite de Saint-Barthélemy. Oui. Puis, entre les premières maisons et l'intersection avec le rang nord. Oui. Ça restait à 80 km. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Éric Deschênes, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 13, autorisation pour le bornage et l'aménagement d'une barrière végétale sur le lot 8 874 170 du cadastre du Québec. Disons que ce lot-là, c'est le voisin de notre... C'était 4 millions. Ah, 4 millions. C'est quoi j'ai dit? 18. Ah, OK. 4 millions. C'est notre voisin. On a des terrains où sont nos bassins de décantation en bas. Et puis, c'est le voisin de là. Puis, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien qui délimite le terrain. Puis, on avait dit qu'on le ferait, mais finalement, on va le faire, là. Puis, on va installer une haie végétale à ce moment-là aussi. Donc, Éric Deschênes. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et culture, point 19. Commandite, événement de fin de secondaire 2026, école secondaire Pierre de Lestage. Oui, donc ils ont fait une demande de commandite auprès de la municipalité pour ce qu'ils appellent l'événementiel. Donc, c'est une série d'événements de fin d'année pour les finissants de l'école Pierre de Lestage. Vous avez accepté de contribuer à hauteur de 100 $. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20. Nomination des membres de la Société de récréotourisme Paul Berthier. Oui, comme à chaque année, il faut nommer 3 représentants de la municipalité sur le conseil d'administration. Donc, c'est Mme Annie Sylvestre, M. Vincent Bergeron et M. Sylvain Toupin qui vont être les représentants. Puis au conseil d'administration, ça c'est pour l'Assemblée générale annuelle, puis au conseil d'administration, c'est Sylvain Toupin qui est le représentant ou son substitut Vincent Bergeron. Éric Deschênes. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord?
Oui, merci. Point 21, contribution financière annuelle 2026 à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Donc, c'est la contribution financière qui est la même que l'an passé pour l'année 2026. Ça veut dire 2 000 Vincent Bergeron. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale, point 4, calendrier des séances ordinaires 2026. Oui, à toutes les années, selon l'article 148 du Code municipal, vous avez adopté le calendrier des séances ordinaires pour l'année qui s'en vient, donc l'année 2026. Donc, en séance de travail, vous avez décidé que les séances allaient avoir lieu à 19h ici à l'Hôtel de Ville, les 12 janvier, 2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Vincent. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. OK. Donc, le point 8, c'est règlement 366 sur la régie interne des séances du conseil municipal, projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est Richard Dion, appuyé par Vincent Bergeron. C'est correct? Tout le monde est d'accord? Oui. Je suis en compagnie de Julie Tétrault du groupe d'entraide en toute amitié. Guetta, comme on a l'habitude de dire, tu es la coordonnatrice et tu viens nous rencontrer aujourd'hui. On fait un petit peu de bilan de 2025, encore là, une année riche en rebondissements, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Bonjour Julie. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va bien. On voit souvent ça, Guetta, groupe d'entraide en toute amitié. Peux-tu nous recentrer, c'est quoi groupe d'entraide en toute amitié? C'est quoi vraiment sa mission? C'est quoi son but? Oui. En fait, le groupe d'entraide en toute amitié, c'est un organisme communautaire autonome de lutte à la pauvreté avec un important volet marchand. Donc, vous connaissez probablement la friperie L'Abbaye-Tout. Des fois, les gens ne connaissent pas le groupe d'entraide en toute amitié, connaissent la friperie L'Abbaye-Tout, mais c'est le nom qu'on donne à notre friperie. On a aussi un comptoir meuble. Dans le fond, l'argent qu'on fait avec les magasins, c'est réinvesti dans les services à la communauté pour les plus démunis. On fait vraiment beaucoup de choses au groupe d'entraide. Oui, c'est ça. Vous avez développé plein de services, exactement, pour répondre justement aux gens là, qui sont dans le besoin, aux enfants aussi. Présentement, je dirais qu'on a environ 160 ménages qui viennent chercher de l'aide alimentaire à chaque semaine à notre organisme. On est aussi très impliqués dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville. C'est plus de 850 portions de déjeuner qui sont faites dans nos cuisines et livrées dans les écoles primaires et secondaires, dans le fond, à tous les jours là, pour les enfants qui en ont besoin, entre autres choses. Mais tu dis les enfants qui en ont besoin, mais c'est surprenant les besoins qu'on a dans Berthierville. Des fois, tu vas me dire, oui, il y a des personnes à l'aise, il y a des personnes qui sont capables de survivre, entre guillemets, dans qu'est-ce qu'on pense, mais la nourriture, l'alimentation, je pense que c'est le premier besoin, mais c'est souvent aussi le besoin qui est coupé, où on va dire... pas couper au complet, mais tu sais, je veux dire, moi, je vais dire chopper, je ne vais pas dire le bon mot, là, mais tu sais, je veux dire que, tu sais, quand tu as quelque chose à couper, ben tu vas acheter moins parce que tu as un loyer à payer, tu as des services. On est en hiver, il faut habiller les enfants, c'est plein de choses comme ça, là. Tout à fait. Le visage de la pauvreté a beaucoup changé, là, dans les dernières années. Ce n'est plus seulement des personnes sur l'aide sociale, on a des travailleurs présentement, des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, travailler, ça n'égale plus se sortir de la pauvreté en 2025, malheureusement. Puis, on le vit tous, là, tout augmente. Les loyers explosent, le coût de la nourriture à l'épicerie s'est rendu astronomique. Donc, effectivement, les personnes, le premier poste de dépense où ils vont couper, c'est justement au niveau de la nourriture. Puis après, ils vont venir nous voir dans nos organismes là, pour faire des demandes d'aide pour pallier ce manque-là. C'est inquiétant. C'est beaucoup, 160 personnes? Ça a beaucoup augmenté dans la dernière année. On a vraiment eu une hausse fulgurante des demandes d'aide là, au cours de la dernière année. Il a fallu s'ajuster aussi, là, ça veut dire faire 160 paniers de nourriture par semaine, donc c'est quelque chose de s'assurer qu'on essaie de ne pas manquer de nourriture. Aussi, on travaille en étroite collaboration avec notre moisson Lanaudière pour y arriver. Effectivement, en communication assez constante cette année là, au niveau des quantités de nourriture là, pour être capable, être en mesure de répondre aux besoins. Moi, c'est ça. Donc, on est passé, donc ça n'a pas diminué depuis la pandémie. Au contraire.
C'est ça, hein, on a beaucoup de problèmes d'itinérance aussi, que j'imagine que ça l'aide pas là, au niveau de l'alimentaire. En fait, de l'itinérance, on en a toujours un peu eu à Berthierville, elle était plutôt invisible. Là, par contre, ça dérange un peu plus, ça commence à être visible. Fait qu'on commence à remarquer un petit peu plus. Mais oui, des gens qui dorment dans leur voiture, des petits camps de fortune qui peuvent peut-être se faire... Des toilettes, oui, on parle des toilettes publiques, des choses comme ça. Donc, effectivement, l'itinérance, elle est présente, puis elle est de plus en plus... on va la voir de plus en plus visible, je pense. Quand tu me parles aussi au niveau de l'aide alimentaire de Moisson-la-Naudière, vous êtes tributaire aussi, dans le fond, de qu'est-ce qu'ils vous envoient. Donc, c'est une roue qui tourne, là, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de récupération, on parle de glanage, que vous faites avec qu'est-ce que vous recevez au niveau de Moisson-la-Naudière. Donc, c'est variable. Là. Ça ne veut pas dire qu'une journée, une semaine, vous recevez plein de choses. Ça peut être plein de légumes, mais la semaine après, c'est plus difficile. Là. Exactement. En aucun cas, on peut dire qu'on remplace une épicerie. Là, on ne peut pas promettre que dans un dépanneur, dans un panier, il y aura automatiquement et du lait, et des légumes, et de la viande, et toutes les choses. Non. Dans le fond, on fonctionne vraiment avec qu'est-ce que Moisson nous donne. Bien, c'est ce qu'on va redonner, dans le fond, au niveau de la communauté. Effectivement, il y a des semaines qui ont un peu plus de denrées, puis il y a une autre semaine, Moisson avait moins de denrées, donc il nous donne moins. Bien, nous aussi, on redonne moins. Ça a un impact parce que c'est vraiment là qu'on s'apprivoise. Certain qu'il y a certains acteurs dans la communauté qui nous donnent un peu aussi, là, mais majoritairement, là, pour l'aide alimentaire, c'est avec la Moisson. Je pense aussi qu'il y a le projet Glanage, là, qui est capable d'aller chercher plein de choses. Ça, c'est un beau projet qui a été lancé dans la Naudière, en tout cas, surtout dans la région ici, de faire des jardins communautaires, d'aider de cette façon-là. Oui, ça, Laurent du Centre d'action bénévole pourrait sûrement en parler davantage que moi, parce que c'est lui le chargé de projet au niveau de ce projet-là. Mais effectivement, c'est une belle initiative dans la communauté pour essayer d'avoir un peu plus de denrées au niveau des distributions alimentaires. Fait que c'est ça, aller glaner, ça l'aide. Oui, c'est pour le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi, dans le fond, pour aider là, les familles qui en ont besoin. Une de vos missions, justement, c'est de s'impliquer au niveau des écoles. C'est devenu graduellement. Vous avez commencé par la petite école, comme on dit, par le primaire. Vous êtes rendu au secondaire. C'est des gros projets, c'est des gros sous, c'est beaucoup d'implication au niveau du ghetto. C'était vraiment prouvé qu'on aide les jeunes dans la réussite scolaire, Tout à fait. En fait, les professeurs le disent, là, les enfants sont plus concentrés à l'école depuis qu'on est là au niveau des petits déjeuners. Dans le fond, il faut comprendre qu'à Berthierville, autant au niveau primaire que secondaire, je pense que l'indice de défavorisation au niveau des écoles, c'est 8 ou 9 sur 10. C'est quand même élevé, Fait que c'est très élevé. Fait qu'on peut vraiment dire qu'on se situe en milieu défavorisé, puis qu'il y a quand même une bonne majorité d'enfants qui arrivaient le matin qui n'avaient pas forcément mangé. Donc, puis manger, c'est quand même un besoin de base, hein? C'est la base. Si tu ne manges pas, essaie de te concentrer à l'école après puis d'apprendre, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça on trouve ça très important puis qu'on est très impliqué là, au niveau des écoles à Berthierville. C'est ça. C'est un dîner communautaire qui permet de rencontrer, permettre aussi du réseautage des gens qui ont des besoins. Là. Oui, tout à fait. En fait, tous les mercredis, entre midi et 1h, on offre un repas gratuit pour nos membres. Donc, les personnes qui sont à faible revenu, qui habitent sur notre territoire. Pour les personnes qui ne sont pas membres de l'organisme, peuvent aussi venir manger avec nous. C'est ouvert. On a comme on demande un 5 symbolique quand c'est quelqu'un qui n'est pas membre de notre organisme, mais c'est certain que toutes les personnes qui sont dans le besoin peuvent profiter de ce service-là gratuitement. Puis effectivement, ça permet de briser l'isolement des personnes puis d'échanger. C'est pas juste des personnes en situation de pauvreté qui viennent manger le mercredi. Il y a les travailleurs de rue qui sont souvent présents aussi lors de ce dîner-là. J'ai des bénévoles qui sont des retraités là, qui viennent manger avec les personnes. Fait que je pense que ça peut permettre des échanges qui sont intéressants et qui sont riches là, de part et d'autre. OK. La friperie et le comptoir du meuble sert beaucoup aussi de réinsertion.
vous participez à des projets, des choses, donc les gens, il y a des employés permanents, mais vous avez du roulement au niveau aussi des employés, on pourrait dire temporaires ou de réinsertion. Oui. En fait, de façon générale, les magasins vont super bien actuellement, là, ça je voulais le dire, la friperie, le comptoir web, on a une belle clientèle, venez nous encourager, il faut que ça continue dans ce sens-là. Puis les magasins, c'est pas juste pour les personnes qui sont dans le besoin, là, c'est vraiment pour la population en général. Puis on est à l'heure où est-ce que le réemploi, où est-ce que la planète, c'est important. Donc, venez nous encourager. Puis en plus, vous venez encourager une mission sociale, dans le fond, pour lutter contre la pauvreté. Fait que continuez à venir nous encourager. Puis effectivement, au niveau de notre organisme, pas juste pour les magasins, que ce soit aussi pour les autres services qu'on offre. Oui, j'ai une équipe de travailleurs que c'est vraiment, ils sont engagés, là, une douzaine d'employés qui travaillent à l'organisme. J'ai aussi environ 25 bénévoles réguliers actuellement qui œuvrent dans les différents services. On accueille aussi des personnes sur des programmes d'employabilité. Parfois, on a des stagiaires. Puis j'ai aussi des personnes sur des travaux communautaires ou compensatoires qu'on accueille à l'organisme. Grosso modo, je dirais que c'est une 50aine de personnes qui œuvrent dans les différents services de notre organisme. On est de retour avec Julie Tétrault du GETA, du groupe d'entraide dans tout amitié. On a parlé qu'il y avait beaucoup de bénévoles, mais c'est jamais assez des bénévoles. On a toujours de besoin. Vous êtes toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer. Oui, bien en fait, à notre organisme, je considère que je suis très chanceuse. On est très chanceux. On a une belle équipe de bénévoles, des personnes de cœur, des personnes impliquées au sein de l'organisme. Là, présentement, je dirais que ce qu'on aurait réellement besoin, là, c'est des bras au niveau de l'aide alimentaire le jeudi. Ça, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Explique-nous ça. Il faut savoir qu'est-ce que tu as besoin. Dans le fond, tu peux préparer des galettes, des biscuits, des choses? Non, en fait, c'est vraiment la manutention des denrées qu'on reçoit. Donc, aider, par exemple, à décharger le camion, transporter des caisses de canage ou des caisses de légumes. Parce que c'est ça, parce que les bénévoles qui sont à l'aide alimentaire, ils ont besoin d'aide. Parce que là, il faut expliquer que Moisson Lanaudière arrive jeudi matin et ils avaient un certain temps pour vider. Vous avez la surprise en ouvrant la porte du camion, voir qu'est-ce qu'on a. Oui. Donc, il peut y avoir une période que c'est beaucoup de canage, beaucoup de poches, de patates, de choses comme ça. Et il faut vider ça dans un temps record, entre guillemets, puis l'installer pour pouvoir préparer l'aide alimentaire. C'est ça. Donc, on va chercher l'aide alimentaire le jeudi matin à Moisson. Le camion arrive à l'organisme. Ensuite, il faut décharger le camion. Fait que l'équipe de bénévoles qui s'active à ça, mais comme je disais, physiquement, là, ils ont besoin d'aide, là, parce que c'est des caisses qui sont un petit peu plus lourdes ou ce genre de Donc, dans le fond, c'est ponctuel. Qu'est-ce que tu me parles? Dans le fond, c'est un travail ponctuel. C'est le jeudi matin, 2-3 heures. Non, c'est plus que ça, je te dirais, parce qu'il a déchargé le camion, il a installé les denrées. Ensuite, les bénévoles ils les séparent par catégorie, ils font le décompte de ces denrées-là. Il y a beaucoup de manutention, changement, pour placer les choses. Puis, après ça, dans l'après-midi, c'est les gens qui viennent chercher l'aide alimentaire, mais encore là, il y a de la manutention à faire parce qu'il y a des choses qu'on va laisser, par exemple, dans notre chambre froide pour ne pas briser la chaîne de froid. Donc, de prendre ces caisses-là, de les apporter. Fait que c'est vraiment une aide, un soutien tout au long de la journée. Là, je dirais, de 9h30 à... oui, c'est une grosse journée le jeudi à notre organisme, définitivement. Et les gens se présentent à partir de midi. Des gens pour avoir l'aide alimentaire sont cédulés comme à partir de midi jusqu'à 4h30. On réussit à le faire là, à partir d'une heure et demie, aller jusqu'à 3h30, 4h, je dirais. Puis là-dessus, on ajoute aussi, on prépare des boîtes parce qu'on a un point de chute maintenant à Saint-Cuthbert, là, des bénévoles dans le fond de là-bas qui s'occupent de la distribution. Fait que les boîtes sont préparées à notre organisme. Ils viennent les chercher puis ils font la distribution à Saint-Cuthbert. Puis il y a aussi le dépannage de soir pour les travailleurs maintenant qu'on fait parce que les travailleurs dans le jour, s'ils travaillent, ne peuvent pas forcément avoir accès à notre service d'aide alimentaire. Fait qu'on n'a pas beaucoup de ressources pour offrir ce service-là le soir, mais on s'est dit pour les travailleurs qui peuvent absolument pas venir dans le jour, qui n'ont aucune autre solution, dans le fond, on va préparer les boîtes d'avance puis ils vont pouvoir venir les chercher là,
jusqu'à notre fermeture, là, jusqu'à 6h30. Mais c'est ça, comme je disais, on a vraiment besoin d'aide là, pour tout ce qui est la manutention, manipulation. C'est une grosse journée. C'est ça. Puis après ça, ben, si on prend goût au guettant, ben, on peut retourner on est très d'autres jours. attachants. Hein? Les gens, généralement, ils nous aiment bien, ils veulent rester. Là, mais ouais, j'ai une belle équipe, une belle ambiance aussi au niveau du travail. Les gens travaillent beaucoup dans le plaisir. Là, c'est important pour nous. On va faire le lien avec les bénévoles, l'aide alimentaire, avec les paniers de Noël. Vous faites, on pourrait dire, le guignolé. Il y a déjà eu des sollicitations dans les commerces pour des sous. Je pense que le Chevalier de Colomb aussi a contribué. Et il y a eu en fin de semaine des pompiers aussi, hein, qui sont passés de maison à maison. Je vais expliquer, là, c'est une très, très grosse période au niveau des paniers de Noël pour nous. Dans le fond, au niveau de la guignolée, ce n'est pas la guignolée du groupe d'entraide entre-métiers. C'est la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville. C'est eux qui s'occupent de la guignolée à Berthier. Après ça, tout ce qui ramasse, l'argent, les canaches, ça s'en vient dans notre organisme parce qu'ensuite, c'est nous qui prenons le relais pour faire les paniers, prendre les inscriptions des personnes, faire les paniers, faire la distribution. Donc, c'est vraiment une très belle collaboration depuis de nombreuses années qu'on a avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville. Puis, ce que j'aurais à dire, c'est que je suis toujours impressionnée d'année en année, là, toute la solidarité qu'il y a dans la communauté en lien avec les paniers de Noël. C'est vraiment très impressionnant. Effectivement, là, les Chevaliers de Colomb qui, cette année, ont donné un 2000 $ de don à notre organisme. Mais outre ça, j'ai une multitude de partenaires là, qui sont là année après année. Je pense au métro, au IGA, là je les nomme, c'est sûr que je vais en oublier, là, mais le Tigre Géant qui fournit généralement des jouets là, pour tous les enfants, le Jean Coutu qui est présent, l'Imel pour des poulets, des boîtes, distribution parale pour du lait. Fait c'est vraiment un travail avec la communauté, puis on ne réussirait pas à offrir des aussi beaux paniers là, pour les personnes sans cette aide-là dans la communauté. Effectivement, les pompiers qui sont passés le week-end dernier faire du porte-à-porte aussi pour ramasser des denrées. Puis ce qu'il faut comprendre c'est que suite au panier de Noël, nous, on va être fermés pendant 2 semaines. Hein. Oui, c'est ça. Fait que les gens, là, oui, reçoivent un gros panier, mais après, ils vont être 2 jeudis sans pouvoir venir. Il va falloir qu'ils vivent jusqu'à malheureusement. Là, tu parles, qu'est-ce que tu sais déjà un petit peu le nombre de paniers que tu vas faire, parce que tu me parles de 160 en aide alimentaire, mais c'est toujours plus élevé, hein, c'est surprenant. C'est un petit peu plus élevé. Là, on a 160. Là, c'est terminé, OK? On peut plus venir faire des demandes. Si on en a plus, on les refuse. Malheureusement, la période pour faire les demandes, c'était le mois de novembre, les jeudis du mois de novembre. Donc, cette année, c'est 165 paniers là, qui vont être réalisés pour Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier, les personnes qui ont fait des demandes. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est un peu plus que l'an dernier. Encore là, c'est cohérent avec ce qu'on voit dans la société, dans la communauté, les besoins qui sont de plus en plus grands, là, en fait. Là. Donc, oui. Fait que, on espère, dans le fond, que toute cette belle solidarité-là, là, ça va permettre à des personnes qui en ont besoin de passer un Noël un petit peu plus doux, puis en toute dignité aussi. C'est ça, puis on parle qu'on a déjà des froids, que c'est pas évident, là. On est déjà dans le gros froid d'hiver, malgré qu'on est au début décembre. Avant de changer de sujet puis passer à la dernière pause, justement, tantôt tu parlais des heures d'ouverture. Donc, vous prenez une pause entre Noël et le jour de l'an et on va parler de ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs points à apporter. Vous êtes toujours ouvert du mardi au vendredi. Vous commencez à 9h le matin, c'est ça? Pour le bureau d'entraide, dans le fond, il est ouvert à partir de 9h30 le matin jusqu'à 4h du mardi au vendredi. Par contre, pour les magasins, on est ouvert en après-midi, donc de 13h à 16h les mardis, mercredis et vendredis. Et les jeudis, on est ouvert un petit peu plus tard jusqu'à 18h30. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça. La problématique, puis vous la vivez, je pense, régulièrement, c'est malheureux. Bon, les gens veulent faire des dons. Il y a une espèce de grosse boîte là, à l'extérieur. Le textile et tout. Oui. Mais il y a des gens qui sont portés à
où la boîte est pleine. Tu sais, c'est toujours un petit peu compliqué. L'idéal, c'est de rentrer en dedans, d'essayer d'aller dans l'après-midi, d'aller vous porter pour qu'on conserve l'intégrité, je te pour dire, des dons qu'on donne. Puis la température aussi, là, qui endommage les dons, la pluie, la neige et tout ça. Effectivement, ce qu'on recommande aux personnes, c'est vraiment de venir sur nos heures d'ouverture pour venir nous le donner directement. Si c'est pas possible, effectivement, il y a des bacs de dons à l'extérieur pour le textile. Je vous le cacherai pas, là, comme pas mal tous les organismes comme moi, les comptoirs vestimentaires, on est souvent victime de vol à l'extérieur. Donc, si vous voulez vraiment vous assurer que votre don vienne vraiment à notre organisme, c'est d'y aller pendant les heures d'ouverture. C'est ça. Parce que quand tu me parles de vol, c'est parce que techniquement, je vais dire le mot le guenille, le linge et tout, a une certaine valeur sur le marché. Il y a des gens qui vont... C'est ça, hein? Il y a des gens qui vont revendre ça sur Marketplace ou revendre... Les gens disent « Ah, mon Dieu, ben là, s'ils prennent, c'est parce qu'ils doivent avoir de besoin. » Je te dirais que ceux qu'on voit prendre... Non, c'est surprenant. C'est surprenant. C'est des gens qui n'ont pas tant le besoin et puis c'est plus des gens qui vont utiliser ça. Là, c'est des réseaux quand même bien organisés, selon moi, là, qui revendent sur, justement, Marketplace ou les marchés aux puces. Oui, c'est ça. Vous acceptez de tout, hein, en pensant? Est-ce qu'il y a des restrictions sur des choses? Il faut que ça fonctionne? Il faut que ça soit utilisable? Il faut que ça soit en bon état, naturellement. Il faut que ça fonctionne. Si c'est plus bon pour soi, c'est plus bon pour la personne. La personne qui va l'acheter, il y a une question de dignité aussi. Fait que c'est tout ce qui est en bon état. Il y a certains trucs là, qu'on ne prend plus. Là. Je te dirais que par cœur, les TV cathodiques, là, on ne prend plus ça parce que de toute façon, les gens, ils veulent pas. Non, je comprends. Tout ce qui est des produits chimiques, dangereux, peu importe, peinture, on prend pas ça naturellement. Mais tout ce qui est objets, décoration, vêtements, livres, vinyle, en tout cas, on peut... Choses qu'on sait pas à quoi ça sert, des fois. Je comprends qu'on a eu, que ça traîne dans le coin. C'est ça, à ce moment-là, on le prend volontiers. Puis peut-être juste sensibiliser les gens qu'on n'est pas un éco-centre. Fait que si vous avez des articles que vous venez porter à notre organisme, que c'est bon pour l'éco-centre, vous créez un problème. Vous créez qu'on... Après ça, c'est à nous à gérer ça, c'est à nous à aller porter ça à l'éco-centre, mais c'est parce que j'ai pas le... On pourrait tellement faire autre chose de plus utile que de charger un camion pour aller faire un voyage à l'éco-centre. Là. On n'a pas les ressources humaines, ça crée des coûts pour notre organisme, en fait. On est de retour avec Judith Tétrault du Guetta et 2 points qu'on va terminer de notre entrevue ici, qui était très intéressante et très édifiante. Tu nous as éclairé sur plein de points. On parle depuis un petit bout de temps de la relocalisation de vos locaux. C'est une situation qui est difficile, qui demande beaucoup de travail. Tu aimerais mieux sûrement t'occuper de tes bénéficiaires, de tes usagers, que faire de l'administration, puis courir après les sous, puis trouver des choses. Ouais. C'est une grosse situation que vous vivez depuis 4-5 ans. Tu parles un petit peu de la genèse. 3 ans. Mais il y avait un propriétaire. Le propriétaire, il y a eu un bail qui avait été signé. La bâtisse a été vendue. Et là, il y a un nouveau propriétaire qui est moins au fait de la situation, on pourrait dire, des besoins de la population, on pourrait dire. Là. Donc, il charge un petit peu plus cher. En fait, effectivement, mon loyer mes frais de loyer ont pratiquement doublé là, depuis 2 ans environ. Là, ça serait vraiment facile de taper sur la tête du maudit propriétaire qui nous a augmenté. Mais il est encore fin avec nous dans le sens que le loyer qui nous charge actuellement, j'ai quand même fait des recherches, là, Vous êtes en bas du marché. On est en bas du marché quand même. Par contre, le problème, c'est que cette grosse hausse-là, malheureusement, moi, mon financement à la mission, là, il suit juste... Ça n'a pas changé de budget. Non, c'est ça. Puis, tu sais, un organisme comme le mien de lutte à la pauvreté, c'est beaucoup le sous-financement chronique année après année. Donc, le gros du problème, en fait, c'est pas tant le propriétaire. Le gros du problème, c'est mon financement à la mission qui est nettement insuffisant. Dans le fond, pour être en mesure de payer le prix du marché, des salaires décents à mes employés et tout ça. Puis cette réalité-là, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que je constatais un petit peu les dynamiques au niveau, comme tu dis, d'aide à la mission. Ils vous disent, allez vous chercher des revenus autonomes, vous devez toujours être plus créatif,
aller chercher de l'argent, mais de l'autre côté, le montant, il n'y a pas de soutien égal à qu'est-ce que vous travaillez pour aller chercher des sous, là. En fait, pour ce qui est du loyer en tant que tel, il n'y a pas d'aide au loyer. Non, mais il n'y a pas l'électricité. Moi, qu'est-ce que je veux dire, Ouais. c'est que tu me dis la friperie tantôt, ça va bien, des choses comme ça va bien. Donc, vous générez un certain revenu. Oui. Donc, c'est des exigences, je sais, de tous les ministères d'avoir des revenus autonomes. Oui. Allez chercher des beaux revenus, vous augmentez un peu vos revenus autonomes, mais les autres, ils ne viennent pas vous appuyer en disant on va augmenter notre aide là, pour ça, là, mais vous avez encore de plus en plus besoin. Tu me parles Oui, de effectivement. 160 les besoins sont grandissants actuellement. Le loyer a pratiquement doublé. Les frais de fonctionnement, l'électricité coûte plus cher. On est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, au groupe d'entraide, en toute amitié, on a été proactifs par rapport à cette situation-là. Fait qu'il y a 3 ans, déjà, on s'est assis. On a un super de beau comité qui travaille sur le projet de relocalisation. Sur ce comité-là, dans le fond, j'ai Monsieur le maire, Monsieur Lahaye de la ville de Berthierville qui est dessus. J'ai quelqu'un de la MRC qui est sur mon comité. J'ai quelqu'un de Desjardins qui est sur ce comité-là. J'ai quelqu'un de la Chambre de commerce, d'industrie d'Autrey qui est sur ce comité-là. Je suis accompagnée aussi par une organisatrice du CIS de la Naudière. J'ai quelqu'un du groupe de ressources techniques ABO aussi là, qui est sur ce comité-là. Donc, tout ce comité-là, il s'est mobilisé pour essayer vraiment d'évaluer toutes les solutions possibles en lien avec notre situation. Et on en est tous venus à la conclusion que la seule option viable pour mon organisme était de se relocaliser, dans le fond, dans un bâtiment neuf sur le terrain du parc Vaudreuil, projet qui pourrait pouvoir voir le jour grâce au soutien, entre autres, de la ville de Berthierville, de ses conseillers. Donc, c'est un petit peu tout ça, mais l'objectif principal, c'est vraiment de se créer un loyer hors marché qui n'existe plus sur le marché. Donc, on essaie de se créer sa propre solution. Donc, en contrôlant nos coûts de loyer, on va être plus à même de répondre aux besoins de la communauté. On va le faire sur une base beaucoup plus solide, pas dépendant d'un propriétaire ou quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment que pour la communauté, c'est vraiment ce qui serait le mieux, ce projet-là. Puis, il y a aussi le fait que les besoins sont grandissants côté espace. C'est pas optimal du tout notre organisme. Il y a des employés qui travaillent un par-dessus l'autre. Juste le volet cuisine, le jeudi, ma chambre froide, elle est pleine à pleine capacité avec l'aide alimentaire, avec les services aux enfants. Puis, je pense que si on aurait un espace plus adapté, mieux adapté, il y a des besoins, là, fait qu'on pourrait répondre probablement encore plus de besoins, peut-être plus d'écoles ou plus... fait que là, on atteint une limite. C'est ça. Et plus d'efficacité aussi. Plus d'efficacité au niveau du traitement des dons, au niveau de la chaîne de travail et tout ça. C'est un gros défi. Mais c'est un très beau projet. Là. Moi, j'y crois beaucoup. C'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Puis c'est un projet qu'on continue à travailler très activement au sein du groupe d'entraide en toute amitié. Là, c'est certain que je ne vous cacherai pas que la question du financement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais ça progresse, puis ça l'avance. Donc, tranquillement, mais sûrement. Donc, on attend aussi des réponses. On a fait des demandes de subventions, donc on attend des réponses de ça roule. Ça roule. Mais effectivement, là, moi, c'est ton leitmotiv. Oui, c'est ça. On souhaite 2026, on pourrait que ça puisse se réaliser, mais c'est vraiment pour le bien de la communauté. Là, ce bâtiment-là ne m'appartiendra pas. Là. Non. Il va appartenir à sa communauté, va rester là, par la suite pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, tu parlais tantôt, on a parlé, vous avez fait cet été une conférence avec Martha Verdienne. Oui. Avez-vous d'autres projets comme ça, d'activités de financement? En fait, on a travaillé beaucoup fort. Cet été, on était présent à plusieurs kiosques. Là. On était là, Berthier-Brou, spectacle avec la ville, en dessous du cinéma. On a fait vraiment beaucoup de kiosques. Il y a eu le spectacle de Marthe Laverdière. Effectivement, on est en train de travailler présentement sur un autre événement bénéfice qui aura possiblement lieu en juin. Okay. Mais je garderai ça pour une prochaine fois. Parfait, on est en train de travailler sur quelque
quelque chose actuellement. Là, puis, tu sais, avec Marc Laverdière, ce qui avait été bien, en tout cas, ce qui m'avait impressionné, c'est vraiment toute la solidarité, encore une fois, de la communauté. Et on a fait une salle, la salle était pleine. Oui. Là, on a vendu au-dessus de 350 billets. C'était de rassembler autant de personnes autour d'une cause. J'ai trouvé ça assez impressionnant. En terminant, justement, on parle de la cause. Si on veut découvrir un peu plus le Get Up, on a le nouveau site Internet que vous pouvez aller voir. Et encore là, peux-tu nous en parler? Qui a travaillé sur ça? Puis qu'est-ce qu'on trouve? Bien, au niveau de ce site web, en tout cas, moi, je le trouve très beau. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de site Internet à notre organisme en plus. C'est beaucoup moi qui ai travaillé là-dessus avec l'aide d'une personne qui ne veut pas être nommée. Donc, on va respecter ça, mais qui a fait un travail vraiment formidable au niveau du site web là, pour tout ce qui est la structure. Si vous allez faire un tour entoutamitié.org, ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir aussi que vous allez peut-être reconnaître des bénévoles de notre organisme, des visages qui sont familiers. Naturellement, on ne met pas de membres qui utilisent les services là, par respect pour ces personnes-là, mais vous allez probablement voir des visages connus sur ce site-là. Et puis, un des objectifs du site, c'était aussi d'offrir aux gens une nouvelle façon de donner à notre organisme. Donc, vous allez voir sur le site, vous pouvez faire des dons en ligne, donc soit un don ponctuel. Vous pouvez aussi faire des dons qui appellent automatisés. C'est ça, comme un peu un abonnement là, à la mission du groupe d'entraide en toute amitié. Puis, naturellement, mais l'argent va beaucoup aller à la mission de notre organisme, possiblement aussi au niveau du projet de relocalisation. Et là, j'aimerais dire aux gens, il n'y a pas de petits dons. Si c'est 5 $, on va le prendre. Là. Moi, je prends tout ce qui passe, on le prend. C'est ça. Donc, c'est cela. C'est ça. Puis ça permet aussi de voir l'évolution. Sûrement, vous allez mettre des photos de vos activités, des choses que vous faites et justement des prochaines campagnes. Oui, c'est ça, de très belles photos. Une petite vidéo aussi là, qui montre ceux qui sont jamais rentrés à l'intérieur du groupe d'entraîne, un peu de quoi ça a l'air. Toute l'information aussi en lien avec les activités, les services qui sont réalisés au niveau du groupe d'entraide. Vous allez retrouver ça au niveau du site web. Tous nos partenaires, nos précieux partenaires, et on en a beaucoup au groupe d'entraide, plus d'une 60aine de partenaires dans la communauté qui nous aident à un moment ou l'autre de l'année. Vous allez pouvoir voir un petit peu c'est qui ces personnes-là là, qui soutiennent dans le fond notre organisme. Donc, si on fait un résumé de 2025, une année très, très remplie de bonheur, de plein de choses, de grands défis. Et ça ouvre la porte pour 2026 encore avec plein de projets. Puis on va souhaiter des bonnes nouvelles pour 2026. Oui, merci beaucoup, Danielle. Merci. Je suis en compagnie de Lauriane Delgat. Bonjour, madame, ça va bien? Oui, merci. On est dans le bel endroit ici, on pourrait dire, la bibliothèque musicale du Festival de la Naudière. Donc, vous êtes la nouvelle directrice générale. Vous avez rentré en poste, je pense, lundi. Là. Oui, exactement. Donc, lundi, le 1er décembre, fut ma première journée à titre de directrice générale du Festival de la Naudière. On va parler un petit peu de vous avant. Okay. On a parlé, vous êtes un petit peu originaire de la région ici, vous connaissiez déjà. Vous avez de la famille, mais c'est quand même particulier, là, la journée qu'on décide de faire appliquer sur un poste pour le Festival de la Naudière. Il faut avoir un beau background parce que le festival est très reconnu, très important. Donc, parlez-vous un petit peu de nous. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Vous venez de où? Oui. Donc, ma famille et mes parents ont vraiment grandi ici dans la région. Ma mère est ici à Joliette, mon père à Saint-Félix-de-Valois. J'ai grandi plus la Rive-Sud de Montréal, mais tous les week-ends. L'été aussi, je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents, aller cueillir des mûres dans les pits de sable. donc, aller accueillir les livraisons de poussins également. Mon grand-père avait des poulaillers de dinde. Oh mon Dieu, OK. Oui, donc voilà, c'est vraiment des choses qui ont bercé mon enfance. Et depuis mon jeune âge aussi, je suis une passionnée d'art et de culture. C'est mon oncle paternel qui m'a initié, lui-même grand mélomane, qui a été également un élève du père Lindsay ici au cégep. Donc, mais c'est vraiment les arts de façon large. Et c'est quelque chose qui m'a habité de toujours. J'ai voulu apprendre, connaître les arts, la culture, les arts de la scène, les arts visuels. Je me suis moi-même essayée en tant qu'artiste. J'ai vraiment aucun talent ici. Donc, dans mon parcours, quand j'ai accepté au tendre âge de
15-16 ans que non, je ne deviendrai pas d'artiste, j'ai commencé à explorer plus l'arrière de la scène, donc la technique de scène, le cinéma, et éventuellement, j'ai découvert la possibilité d'aller vers la gestion des arts. Donc là, j'étais rendue plus à la fin vingtaine, et c'est là que j'ai été faire une maîtrise en management des entreprises culturelles à HEC Montréal. Et au même moment, j'ai eu mon premier emploi dans une institution culturelle qui était l'OSM, donc l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai été engagée en tant que conseillère aux ventes et services à la clientèle, donc à la billetterie. J'ai complété ma première maîtrise et par la suite à l'OSM, j'ai grandi au sein de mon équipe, mon département. Je me suis occupée des ventes de groupe, les ventes scolaires. Éventuellement, j'ai pris la gestion de l'équipe de la billetterie. Et au moment... en 2019, j'ai commencé un MBA à HEC Montréal, toujours en travaillant à temps plein à l'OSM. La pandémie a frappé. Ouais. On va fermer rapidement ce chapitre. Mais bon, tout ça pour dire que à travers tout ça, après avoir obtenu mon MBA et après avoir traversé la pandémie, j'étais toujours à l'OSM. Et c'est là que j'ai été finalement promue directrice vente et services à la clientèle, où je suis restée jusqu'au printemps passé. Au printemps passé. Oui. Mais ça vous a donné une prise de conscience que oui, la culture, les arts, mais c'est une business aussi. Oui, tout à fait, exactement. Oui. C'est une autre forme de business, mais c'est difficile là, en art et en culture de gérer tout ça. Là. Vous avez tout me parlé tantôt de la pandémie, mais ça a créé des défis, ça a créé, oui, ça a créé tout à beaucoup fait. de... Et aussi, beaucoup, qu'est-ce qui s'est produit, bon, avec le temps, dans le fond, c'est que longtemps, c'était les artistes qui ont géré les artistes. Et éventuellement, il y a vraiment toute une professionnalisation qui s'est produite, donc un encadrement qui est venu pour aider les artistes à faire ce qu'ils font de mieux de l'art, mais d'être entourés, appuyés et épaulés par une équipe administrative, des gestionnaires pour leur permettre de rentrer en contact avec le public, d'aller chercher les fonds. Donc, il y a tellement de métiers connexes. Déléguer. Maintenant. Dans le fond, accepter de déléguer cette partie-là de la job, parce que comme vous dites, on peut pas... Malheureusement, aujourd'hui, on peut pas être bon. On peut être bon dans tout, mais excellent dans tout, c'est difficile. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Dans le meilleur des mondes, il faut au moins dormir 8. Donc, il y a ça aussi. Que, tu sais, on en vient ici, on pourrait parler, tu sais, de la co-direction, tu sais, avec Renaud Loranger. Mais ça reflète pas mal qu'est-ce que vous représentez, tu sais. Vous gérez au to-do list, le to-do day ici au festival, gérer les choses. Tu sais, mais toi, Renaud, aide-nous, tu sais, présente-nous une programmation, présente-nous des défis, présente-nous des choses, puis ça va faire un bel amalgame. Oui, puis ensuite, c'est de prendre la vision, donc ce que Renaud nous apporte au niveau de la programmation, puis de là, réussir une mise en marché, l'offrir, la communauté, la communiquer envers le public, la clientèle, et s'assurer qu'on ait des gens qui viennent nous voir au festival. Oui. Parce que c'est un gros défi, là, parce que je sais que... De plus en plus. De plus en plus, gérer les groupes, gérer les choses, c'est pas évident. Qu'est-ce qui vous a amené à dire... bon, je veux revenir dans mon patelin, dans mon origine, mais qu'est-ce qui vous a amené à dire oui, je prends le défi du festival? Parce que c'est un défi, il faut quand même le dire. Là, c'est saisonnier, il faut faire vivre... C'est une courte période, mais c'est 12 mois de travail par année. Là. Oui, en effet. Donc, préparer une édition, ça prend en effet 12 mois et plus, mais oui, on a un pic d'activité pendant les 5 semaines du festival, ça c'est sûr et certain. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à ça, c'est, oui, le beau défi. À travers mes années à l'OSM, j'ai vraiment eu la piqûre pour la musique classique. C'est un milieu que j'adore, que j'aime beaucoup. Et dans le fond, c'était pour moi l'occasion de me réimpliquer dans une région qui me tient à cœur. La Naudière, c'est tellement beau ici. Les gens sont tellement gentils. On est accueillants. Et donc, pour moi, c'était aussi un nouveau défi professionnel. Donc, vous avez amené beaucoup de choses à l'OSM. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'OSM entre les deux, mais pour suivre l'OSM, pour suivre un petit peu les choses. Mais tu sais, il y a différentes maintenant catégories de spectacles. Il y a différents prix, il y a des choses comme ça. Je sais qu'un petit peu, Xavier avait commencé ça un petit peu. Tu sais, stratégiquement, comment élaborer ton plan de salle, pas la salle, mais les sièges et tout. Et c'est des beaux défis que vous avez fait à l'OSM. Vous avez réussi à faire ça. Là, je sais pas, c'est votre équipe, là, j'imagine, mais j'ai piloté l'équipe. Vous avez piloté l'équipe. Tu sais qu'on parle de la partie pop, la partie orchestre, la partie... Donc, tu sais, il y a beaucoup de programmes au niveau de l'OSM avec différents tarifs, avec différentes choses. C'est tout ça le défi aujourd'hui de rentabiliser tant la salle que l'orchestre. Là. Oui, puis
En tant que tel, bon, si on fait une petite parenthèse sur l'OSM, c'est quand même aussi près de 80 concerts par année. Donc, en effet, il y a le répertoire classique conventionnel, si on veut, mais il y a aussi la possibilité, comme c'est sur des mois, d'avoir une programmation qui est très diversifiée pour aller rejoindre différents publics. Donc, le public jeunesse, le public pop, les ciné-concerts. Et en effet, selon le public, c'est pas la même tarification. Donc là, aller offrir, bien communiquer c'est quoi le produit, c'est quoi l'offre, au bon tarif à la bonne personne, avec le bon message pour la convaincre de venir assister et d'être dans la salle. Parce que ultimement, c'est ça qu'on veut, c'est d'être le plus nombreux possible ensemble à vivre une expérience qui vient nous faire grandir. L'expertise, on peut leur formuler. Tu sais, l'expertise que tu as acquis à l'OSM, tu sais, le transposer au festival, ça peut être un des atouts du festival, c'est ça que je pense. Oui, oui, en effet. Ici, l'idée avec la tarification, il faut... Oui, réussir à maximiser les revenus pour être en mesure de couvrir les dépenses, assurer une pérennité à l'organisation. Mais en même temps, il faut être en mesure, c'est un équilibre, aller chercher une accessibilité pour que le prix du billet ne soit pas un frein. Et parfois, les gens vont être rapides à nommer le prix du billet comme étant l'obstacle premier, mais en réalité, c'est pas vrai. Selon une grosse étude qui a été faite récemment, l'obstacle premier pour pas consommer la culture, c'est le manque d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau de la communication pour aller charmer, convaincre, aller rejoindre le public, de dire « Voici ce qu'on vous propose, notre expérience est unique. Venez assister à un concert de musique classique à l'amphithéâtre, en pleine nature, dans une église, dans un format qui est plus intimiste ou dans notre série Hors les murs. Oui. Vous allez passer un bon moment et on a une tarification qui vous permet de prendre ce risque-là, de venir une première fois. Pour voir. Pour voir, pour vivre, pour expérimenter. Et par la suite, c'est aussi de travailler, s'assurer que notre expérience, la promesse qu'on fait aux clients soit rencontrée lors de la première expérience pour s'assurer que cette personne-là revienne une deuxième, une troisième. Donc, c'est créer des habitudes. C'est toujours ces défis. Donc, ça devient un grand défi pour vous aussi. C'est passionnant comme défi, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis, en effet, ici, le défi, c'est de comment rester dans le cœur et la tête des gens sur 12 mois alors qu'on est actif 5 semaines. On rallonge quand on rajoute la période de mise en vente, le moment où on annonce et tout. Mais comment s'assurer de, pendant qu'on est en dormance ou en préparation à la saison, demeurer en communication avec nos clients pour garder la flamme vivante d'un été à l'autre. On ne parlera pas trop de la programmation parce que je sais que déjà Renaud, il doit déjà être rendu en 2028, 2029. Vision long terme. Tout en vision long terme. Vous étiez heureuse de voir que le travail avait été fait à date quand vous êtes c'est juste lundi, là, mais n'empêche que vous arrivez dans une grosse équipe. Là. Vous arrivez dans une équipe qui est déjà rodée. Le train va vite. Là. Ça embarque plus vite. C'est pas juste à créer, c'est on embarque dans le train puis on continue. Oui, en effet. Oui, tout à fait. On embarque dans le train, on continue. Le travail est bien avancé, en effet. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour l'édition prochaine en 2026. Donc, c'est un beau petit cadeau qu'on vous prépare, puis on va être en mesure de vous dévoiler au printemps. Là, on vient tout juste d'annoncer... Oui, c'est ça, on pourrait en parler. La programmation est déjà pas mal déjà faite. Vous êtes en train en marche. On est en train de ficeler, oui. Vous êtes en train de ficeler, mais connaissant Renaud, il y a sûrement des choses qu'on peut comme annoncer comme cadeau de Noël, on pourrait déjà dire, aux mélomanes, puis c'est justement la bonne période pour offrir des billets, justement, venir vivre l'expérience du festival. S'offrir la promesse de l'été. Oui, tout à fait. Avec le moins 20 d'aujourd'hui, on va penser qu'au mois de juillet, il va faire chaud, va faire beau. Exactement. Donc, s'offrir un peu de soleil déjà et de chaleur estivale pour l'été prochain. Mais en effet, on a annoncé 3 gros concerts qui vont avoir lieu à l'amphithéâtre cet été. Le premier, c'est le 11 juillet. Ce sont les Arts florissants qui vont être de retour après. Donc, ils n'ont pas été là l'année passée, mais ils ont été là pendant plusieurs années. Donc, les Arts florissants avec William Christie, qui vont présenter 2 opéras. L'opéra qui a donné le nom à l'ensemble, donc les Arts florissants, ainsi que la descente aux enfers de Orphée. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui, tout à fait. C'est Renaud réussit des exploits, les faire revenir d'années, parce qu'on doit avoir une belle réputation aussi. Là. Oui, puis en tant que tel aussi, c'est une proposition qui est, en termes de performance et de concert, qui est assez unique. Donc, d'avoir
les chanteurs, les danseurs, les musiciens sur la scène, avec des costumes, avec aussi une petite mise en scène. Donc, on est vraiment aussi dans la beauté du baroque français ici. Je pense que l'OSM, votre ancien amour, va venir. Il va sûrement venir, mais on peut déjà mettre en vente un spectacle. Hein, c'est bien ça? Donc, oui, donc l'OSM va être de retour donc, cette année, dirigé par Raphaël Pallaré, naturellement. Et ici, je crois que c'est écrit dans les étoiles, sincèrement. L'OSM et le festival m'ont préparé un beau cadeau pour ma première fois, mon entrée en poste en tant que directrice générale, parce que le programme va présenter mon compositeur préféré, qui est Shostakovich. OK. Donc c'est la 10e symphonie qui va être interprétée, et Raphaël est un excellent chef pour présenter du Shostakovich. Il a la fougue, il a l'énergie viscérale nécessaire pour vraiment incarner toute la grandeur, la puissance, l'énergie qu'on peut retrouver dans une symphonie de Shostakovich. Donc, c'est un beau cadeau de Noël à faire. Déjà, celui-là, vivre l'OSM, c'est quelque chose. Hein. Oui, mais Vive l'OSM, dirigé par Raphaël, en train de jouer du Shostakovich, sincèrement, pour initier quelqu'un, c'est de la chair de poule assurée. C'est ça, je suis bien d'accord. Et il y a un troisième spectacle que vous avez mis en vente? Oui, en effet. Donc, qui va avoir lieu la veille, donc le vendredi 17 juillet. Donc, c'est l'Orchestre symphonique de Québec qui va revenir pour la première fois depuis 12 ans. Cette fois-ci avec leur nouveau chef d'orchestre Clemens. Et c'est Charles Charamelin qui va être présent au festival le soir de son anniversaire pour célébrer aussi également l'anniversaire de l'amphithéâtre. Okay, on a vraiment ici là, donc une belle soirée festive qui nous attend, avec un programme également là, qui est très qui est varié, accessible, qui peut présenter des belles choses. Donc, on a le tombeau de Nilligan de Jean Coutu, donc une œuvre québécoise qui va être présentée. Charles Charamelin dans le concerto pour piano de Grieg. Et ensuite, on a également donc La Petite Sirène de Zelensky, qui est un poème symphonique qui mérite vraiment d'être davantage connu. Vous continuez dans la même continuité, nous amener l'OSM, nous faire découvrir des choses. On va sûrement se reparler au mois de mars-avril avec la programmation complète. Oui. Avez-vous déjà les dates? Est-ce qu'on sait déjà que c'est du 3-4 juillet au mois d'août ou c'est pas fixe encore? C'est du 3 juillet au 2 août. 3 juillet au 2 août. On va garder les mêmes formules, hein, je crois, dans les églises, dans des sites plus... originaux, disons, on va dire ça comme ça, des endroits, et à l'amphithéâtre aussi. Oui, exactement. Donc, la formule va rester... On ne change pas une formule gagnante. Il faut... C'est pas le Festival de Joliette, c'est le Festival de la Naudière. C'est important d'être présent dans la région et donner rendez-vous aux gens dans les lieux connus ou moins connus, mais qui sont tous autant propices. Exactement. C'est quoi votre vision? Quand vous vous êtes assis dans c'était la journée que vous avez su que vous aviez le poste, sûrement que la question a été posée en entrevue aussi. Là. Je présume qu'il y a eu quand même une certaine sélection. Sélection, on va dire des entrevues et tout. Je le confirme. La question a sûrement été posée. C'est quoi votre vision? Où vous voyez le festival dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Comment vous voyez ça? J'arrive à un moment qui est très particulier pour le festival. C'est la 49e édition qui va avoir lieu cet été. Donc, on approche le cinquantenaire. On approche vraiment l'occasion de célébrer ce qu'a été le festival depuis 50 ans, mais également autour de cette célébration-là, de voir et de projeter le festival dans l'avenir. Donc, moi, je vois vraiment la célébration comme un moteur important pour les prochaines années qui m'attendent, moi et l'équipe, et Renaud et les orchestres et les artistes et la communauté. Pour la région, il faut vraiment célébrer ce qu'est le festival, mais aussi tous les gens qui ont contribué de proche et de loin. Je pense aux bénévoles, aux artistes, aux musiciens, aux gens, le public qui est tant fidèle. Il faut prendre le temps de célébrer ensemble ce qu'est le festival. Et ensuite, c'est pour moi, ma vision, je dirais que le mot qui me vient, c'est l'expérience. Donc, s'assurer de rendre le tout vivant, convivial, attractif, que ce soit quelque chose que les gens puissent ramener chez eux à la maison, qui les fasse vivre, incarner la passion. Qui incarner la passion, qui ait découvert quelque chose, parce que 50 ans,
c'est quand même un exploit, là, je pense, au niveau culturel. Oui, on a l'OSM et tout ça, mais que 50 ans, un festival en région, en région, parce qu'il faut quand même le spécifier que c'est en région, là. Des fois, proche des grands centres, c'est facile, mais en région, c'est... C'est des défis qui sont différents, mais Ouais. c'est sûr qu'en région, les défis sont également ce qui fait le charme. Donc, la beauté du lieu, on ne pourrait pas avoir un amphithéâtre comme ça dans un centre urbain, peu importe lequel. Non. Donc, et en effet, il y a quelque chose dans l'accueil, l'anaudois, qui est très unique. Là. Bon, bien, en tout cas, on est bien content de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup. On va souhaiter longue vie. Oui, merci. Et longue vie au festival, mais longue vie à toi aussi, que tu peux vivre encore le 60e puis le 65e par la suite. J'y compte bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Geneviève Côté, qui est porte-parole pour la sécurité routière pour la SAAQ, on s'entend, SAAQ, et avec Raphaël, qui est un mixologue. On va revenir à toi tantôt, Raphaël, mais on va expliquer ta présence dans pas beaucoup de temps. Certainement. Geneviève, je vais commencer à parler avec toi concernant, on pourrait dire, les campagnes choc qu'a faites la SAAQ et tout, concernant la consommation justement d'alcool dans le temps des fêtes. Je pense que celle qui est sortie au début du mois de décembre avec la jeune fille là, qui cherche le nom de la personne sur son front, un jeu qu'on joue beaucoup en famille, ça a un gros impact. Hein? On la voit, puis ça nous fait réfléchir. Je pense que c'était vraiment le but cette année de mettre quelque chose vraiment concret. Oui, tout à fait. Vous nous parlez de la campagne « Quand on boit, on ne conduit pas », c'est juste la base. Puis oui, vous avez cette petite fille avec le nom de marque sur le front. Et là, tout le monde essaie de deviner qui c'est et on se rend compte que finalement, c'est son père et qu'il a conduit en faculté affaiblie et qui a causé un accident et qu'il y a eu des décès à la suite de cet accident-là. Pourquoi avoir opté pour une campagne comme ça cette année? Ben, c'est pour montrer que finalement, lorsqu'il y a un accident qui survient, qui est causé par les facultés affaiblies, ça n'atteint pas qu'une seule personne. Hein. Les dommages sont collatéraux. Donc, ça atteint les membres de la famille, les amis, l'entourage. Donc, c'est à y penser 2 fois finalement avant de prendre le volant lorsqu'on a bu. C'est pour ça que nous, on dit, quand on boit, on ne conduit pas. Et même chose pour les drogues également. Oui, c'est ça, je viens de le dire, les drogues et tout. Oui. Est-ce que c'est plus facile maintenant de passer le message avec toutes les campagnes ou il faut encore le répéter? Parce qu'à tous les ans, on constate des décès, on constate des problématiques comme on a là. Bien, c'est sûr qu'il y a eu quand même des belles améliorations. On en parlait tout à l'heure, même un petit peu avant l'entrevue. Dans les dernières années, les mentalités ont évolué. C'est très bien comme ça. On est heureux de ça. Mais il en demeure pas moins que c'est la conduite avec les facultés affaiblies est l'une des principales causes d'accidents au Québec. Il y a 28% des décès sur nos routes qui sont attribuables à la consommation d'alcool et 15% des blessés. Donc, c'est encore trop répandu malheureusement. Et aussi, on peut penser que ce n'est que des récidivistes, que c'est des gens qui se font prendre plusieurs fois, mais non, ça peut être vous, moi, monsieur, madame, tout le monde, parce que la grande majorité, 85% des gens qui ont une infraction avec les facultés affaiblies en étaient à leur toute première infraction. Donc, c'est dire que c'est encore plus répandu qu'on le pense. Donc, nous, c'est pour ça que 2 fois par année, on fait des campagnes de sensibilisation, plus particulièrement en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, oui, c'est nécessaire de continuer à justement marteler le message. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on sous-estime toujours notre consommation d'alcool qu'on fait parce qu'on n'a pas pris beaucoup, on est bon, on est capable de le faire? J'écoutais justement la radio aussi. Tu es capable de te rendre, tu vas pas loin. Un pouce, c'est déjà trop. Là. Un pied, c'est déjà trop. Exactement, c'est parce que l'alcool, ça affecte aussi notre jugement. Donc, on va se dire, on est correct, non, ça va, je suis pas très loin, justement, comme vous l'avez dit. Bien, la consommation d'alcool, justement, ça va nous amener un excès de confiance. Donc, on va croire à tort qu'on est correct pour prendre le volant quand c'est pas le cas. Ça nous apporte des comportements à risque également. On peut avoir tendance à faire plus de vitesse, à oublier de porter sa ceinture de sécurité,
faire des gestes brusques, avoir de la difficulté à tenir une vitesse constante. C'est notre jugement qui est altéré. C'est pour ça qu'on dit il existe plein de solutions de rechange justement à la conduite avec les facultés affaiblies de nos jours. Il faut pas hésiter. On peut dormir chez la personne chez qui on est allé. On peut s'inviter à dormir, c'est le temps des fêtes. Pourquoi pas? Le service de raccompagnement, Nez Rouge, qui est gratuit. Sinon, taxi ou autre service de raccompagnement disponible, transport en commun. On peut faire appel à un conducteur désigné. Souvent, il y a cette personne qui justement ne consomme pas d'alcool, qui peut nous ramener à la maison de façon sécuritaire, ou tout simplement ne pas boire d'alcool du tout. Et justement, on a voulu rendre plus concret là, cette solution de rechange-là aujourd'hui. Avec Raphaël, et Raphaël, maintenant, il n'y a presque plus de différence entre un mocktail et un cocktail. Donc, tu peux être en party, avoir du fun, puis avoir l'impression de faire partie de la gang, là. C'est tellement bien dit parce que c'est la réalité. Un mocktail, c'est ne plus se faire achaler. C'est toujours avoir quelque chose entre les mains, faire partie, je dirais même, partie prenante du party. On n'est plus mis dans un coin. C'est être le chauffeur désigné, mais être désigné positivement. Et vous pouvez vous-même arriver à quelque part et en mettre de l'avant, aller avec le choix positif, parce que tout le monde peut se sentir inspiré. Puis c'est pas tout le monde qui connaît la qualité de nos produits sans alcool, hein. Au Québec, on est en avance sur les autres. On produit ici, à l'aide de notre terroir québécois, des beaux produits sans alcool, hein. Et je vous en parle tout à l'heure directement avec le spritz, mais ici, l'amaretto sans alcool avec une belle mousse de café sur le dessus. Oh, que c'est wow! Et ça, c'est un amaretto, excuse-moi, Raphaël, c'est un amaretto qui a le goût de l'amaretto, parce que moi, j'adore l'amaretto. Et tu me suggères de mettre une mousse de café sur le dessus aussi. Oui, c'est une décoration facile. Puis vous dire comment la faire même, c'est vraiment une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de café instant, 1 à 2 cuillères d'eau, une cuillère à soupe d'eau. On passe ça avec le petit fouet et on a une mousse à café. C'est digne d'un tiramisu. Fait que ça rajoute la beauté, le plaisir et j'allais dire que dans les mocktails, pour vraiment atteindre le niveau d'un cocktail, que ce soit impeccable, que les gens se sentent même trompés avec un mocktail, c'est d'aller chercher les petits détails, les textures, les goûts, les odeurs. Fait qu'un bon amaretto sans alcool, c'est identique, hein. Puis en plus de ça, j'aime bien le dire, il y a moins de sucre dans un amaretto sans alcool qu'avec de l'alcool. Okay. Parce qu'on n'a pas à camoufler les notes d'éthanol qu'on avait eu dans celui alcoolisé. Pas d'éthanol, on boit pas ça. Un amaretto, on boit pas ça pour un goût d'alcool fort. On boit ça pour le délicieux goût de cerise, d'amande douce. À l'intérieur de ça, il n'y en a pas de compromis, je vous le garantis. Je vois à ta droite, c'est à ta droite, moi c'est à ma gauche, je vois ton fameux spritz. Moi, je vois l'image et tout, et je suis une amatrice, là, j'avoue que c'est une de mes boissons préférées quand on va, surtout dans les pays européens, là, on veut se gâter et on se prend un bon petit spritz, là. Mais là, tu as des suggestions à me faire, justement, pour que je puisse profiter d'un spritz régulier, sans alcool. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? D'un, vous n'êtes pas la seule. Le spritz est dans les 3 positions des cocktails les plus vu et vendu au monde. C'est un cocktail qui est apprécié de tout le monde. Et ici, encore une fois, la qualité de notre apérole sans alcool, il n'est plus à faire. Parce qu'on va chercher même l'argousier, un petit fruit 100% québécois, qui nous donne un petit côté orange, la couleur, le tout, et juste assez acidulé pour nous donner une impression de vrai alcool à quelque part. Fait un spritz sans alcool, pour les fêtes, j'ai rajouté un petit peu de pomme grenade à l'intérieur. Mais si vous suivez votre recette habituelle, mais que vous prenez une belle bouteille de spiritueux sans alcool, vous allez avoir un digne spritz, une belle droiture. On vient décorer avec un agrume déshydraté, pourquoi pas, une petite branche de romarin fumée pour inspirer nos sens. Mais la réalité, c'est un digne spritz, exactement comme vous aviez mis de l'alcool, mais il n'y en a pas. Je vais te mettre au défi comment tu remplaces le Prosecco ou le champagne dans ton spritz. Tu mets un eau pétillante. On est chanceux parce que certains sauteront lors de l'écoute, mais on n'est pas capable d'avoir d'excellents vins sans alcool. Mais les bulles, par contre, la qualité de bulles sans alcool, elle est bien présente. Et si on n'a pas accès au chalet, chez des amis ou autres, on se prend une bonne eau gazéifiée québécoise. C'est bien gazéifié, c'est solide, ça garde une belle touche. Et on rajoute une petite pointe de sirop d'érable pour aller chercher le petit sucre qu'on aurait eu dans la bulle. Et là, le sirop d'érable, en plus, a une texture légèrement plus épaisse qui va nous rappeler celle de l'alcool. Fait que c'est vraiment digne du vrai produit. Fait qu'on n'est jamais mal pris.
Et le dernier cocktail que tu nous proposes, c'est quoi? Ici, vraiment, on l'appelle le Rudolph. Je vais chercher encore une fois un ingrédient que j'adore dans les mocktails pour texture, goût et plaisir, comme j'aime bien le dire, le nectar de poire. Parce que quand on choisit un nectar, ça peut être à la pomme, la goyave, il y en a de tout, hein? On peut faire le tour du monde. C'est entre la pulpe et le jus. Fait qu'on a de la texture et du goût. Bien sûr, un gin sans alcool pour les fans de gin tonic, un peu de citron et la canneberge. Aussi simple que ça, on pourra vous envoyer les recettes aussi, là. Parfait. Une dernière question. Est-ce que c'est facilement accessible, les produits? Tu sais, tu me parles d'un gin sans alcool. Tu sais, oui, souvent à l'épicerie, tu vois maintenant les bières zéro. Là, tu sais, j'avoue qu'il y en a des zéros. Mais au niveau de ces produits-là, où on est capable de les retrouver facilement? La plus grande bannière, peu importe laquelle est chez vous, on est capable maintenant d'en retrouver. Et demandez-les, ils vont les instaurer parce que vraiment, c'est rendu distribué partout au Québec. Puis je dis même que à la SAQ, il y en a quelques-uns maintenant, la SAQ grandit son choix. Fait qu'on commence à les voir apparaître, puis elle se doit de le faire pour influencer les gens. Mais sinon, dans le tralala des cadeaux, de la route et de tout ce qu'on a à entreprendre, simplement à l'épicerie, il commence à y avoir de très beaux produits sans alcool. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire, puis je vais vous donner des bonnes adresses. Mais il faut faire attention sur la route. Donc, Geneviève, on va terminer avec toi. Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens? De la prudence, des gens qui soient heureux et le vivre en famille, puis justement, peut-être une des alternatives. Je vois tellement les beaux choix que Raphaël nous a proposés. Je te dirais même, je pense qu'avec mes petits-enfants, qui sont de deux catégories d'âge, ils ont l'impression de faire partie du party sans justement aller fouiller dans la petite bière de mon oncle ou dans la boisson. Ça va leur permettre de découvrir des goûts, de vraiment être à l'aise par rapport à ça et possiblement de les éduquer parce que quand on va être, comme tu dis, quand ils vont être en âge de rentrer dans des bars ou d'aller des endroits comme ça, bien, il y a une éducation aussi à faire à ce niveau-là. Là. Exactement. Puis s'ils prennent la route après, ben on va être en sécurité. On ne s'inquiétera pas trop pour eux. Puis aussi, ajouter à ça, justement, il va y avoir beaucoup de déplacements pendant le temps des fêtes. Une augmentation de voitures sur le réseau routier. Ajouter à ça, c'est l'hiver. Hein. Donc, l'hiver, ça prend plus de temps pour se déplacer dans la Naudière ou ailleurs, un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment, on prend pas de chance, finalement. Hein. Fait que ce qu'on souhaite aux gens, justement, c'est de faire attention à eux, faire attention à leurs proches, d'être des influenceurs positifs. Et quand on boit, si on veut boire, pas de problème. On se trouve une belle solution de rechange. Et sinon, il y a des belles possibilités sans alcool aussi, parce que quand on boit, on ne conduit pas. On termine en disant qu'avec la SAQ, Sûreté du Québec et les autres corps policiers, c'est la période la plus intense. Hein? Ça va être les deux fins de semaine de party de Noël d'employés et tout. Après ça, je pense que vous allez être beaucoup présents sur la route pour rappeler aux gens d'être prudents. Les policiers vont être plus présents sur la route. Il y a des opérations nationales concertées également avec les contrôleurs routiers. Donc, ça va être important d'être aux aguets parce qu'au-delà des accidents, il en demeure pas moins aussi que se faire intercepter pour alcool au volant, ça peut coûter cher. Avant le temps des fêtes, c'est 1 000 $ d'amende si on est reconnu coupable. Donc, on veut pas ça personne, sans compter toutes les autres conséquences. On veut pas ça personne. Donc, on est prudent et puis on s'assure d'avoir un temps des fêtes en toute sécurité pour pouvoir en profiter. Donc, merci beaucoup Geneviève. Merci Raphaël de tes belles créations et belles présentations. On supporte ce programme-là et on va vous supporter tout le temps des fêtes. Merci à vous. Merci beaucoup.